Il marche en parlant et après. Ah non, je vous arrête. Il parle en marchant, ça n'a rien à voir. Si vous le dites, tant qu'il circule, il peut bien causer si ça lui chante. Salut de toi. T'es peut-être pas au courant, mais tu viens d'atterrir sur un podcast un peu particulier. Tous les week-ends, je me lève avant le reste du monde pour aller marcher en forêt en cogitant à voix haute. Et le pire, c'est que j'enregistre tout ça, son et images. Donc si là t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à passer sur la chaîne YouTube pour profiter du paysage et de ma ravissante ganache. Et au fait, moi c'est Basile, mais on m'appelle le B. Maintenant qu'on s'est présenté, tu vas pouvoir écouter Gambade et Gamberge. Allez, j'enfile mes bottes et on peut démarrer. Salut les amis, le moins qu'on puisse dire, je pense, c'est que ça fait un bail. Ça fait je sais pas combien de mois qu'on s'est pas parlé. Ça va même, pour être honnête, faire des mois que j'ai pas foutu un orteil en forêt. Que ce soit de la bonne grosse forêt domaniale comme celle où je me trouve à l'heure actuellement en région nantaise, ou même la petite forêt, vous savez, la petite forêt de département d'Île-de-France sur laquelle on a mis forêt au panneau de l'entrée pour dire aux gens, vous avez vu, il y a des espaces verts, c'est incroyable, c'est bucolique, mais qui fait à peu près 18 mètres carrés et qui doit compter 3 arbres à tout péter. Je sais pas pourquoi du tout je ne sais pas du tout pourquoi plutôt je fais cette observation pour ouvrir ce podcast. Peut-être que c'est pour traduire la gêne, traduire cette espèce d'ambiance chelou, vous savez, qu'on a quand on recroise un pote ou une pote qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps parce qu'en fait, aucun des deux n'a donné de nouvelles. Sauf qu'en fonction des ambiances, des scénarios et des divergences affectives, ou des convergences affectives, parce que ça peut jouer aussi légèrement sur le sujet, l'un pense toujours que c'est l'autre qui a un peu précipité la perte de contact et installé une distance. Ou alors, à l'inverse, l'un se sent plus responsable que l'autre de cette perte de communication. Et il y a toujours cette ambiance un peu délicate. Vous savez, quand vous marchez un peu rapidement, boulevard je sais pas quoi, parce que vous avez 10 minutes de retard sur votre routine de commuting, de trajet maison-boulot habituel pour rejoindre votre start-up qui fabrique des protège-bouchons pour bouteilles reconditionnées, recyclées à destination des producteurs de lait de soja dans la Drôme. Mais ça, par contre, ça n'empêche pas la start-up d'être en plein Paris. Je sais pas pourquoi je suis dans un délire un peu sarcastique ce matin. Aucune idée. Mais donc vous rejoignez cette start-up qui s'appelle Mon Petit Bouchon, monpetitbouchon.io, parce que c'est une start-up, c'est la tech, c'est la Silicon Valley, mais à la maison. Et vous êtes un peu pressé et tout. Vous n'êtes pas bien parce que forcément, déjà, vous n'êtes pas forcément fan de votre commuting quotidien, parce que votre CEO, qui par contre, à la moindre occasion qui lui est donnée dans les podcasts, médias, mes couilles et compagnie, vantera les mérites du télétravail et de la confiance dont il a réussi à faire preuve envers ses équipes, ses managers, etc., dans la réalité, n'applique pas vraiment le télétravail. C'est-à-dire que vous avez le droit, comme une petite chips qu'on vous balance, vous avez le droit à un petit jour par là, un petit jour par-ci. Pourquoi je fais ce commentaire ? Parce que cette semaine, j'ai discuté avec un proche. Bon, on rentre direct dans la digression. Mais cette semaine, j'ai eu un call avec un ami, un vrai poteau, un vrai mec que je connais depuis très longtemps, comme moi, qui a eu 78 vies différentes. Ou 77, lui, je sais pas, j'ai un doute, mais en tous les cas, qui a fait des jobs qui n'ont rien à voir les uns entre les autres, dans des phases complètement décousues. Un CV qui foutrait des crises d'épilepsie à quiconque le lirait sans être préparé. Et c'est quand même un mec en qui, moi j'ai placé très très tôt dans notre relation toute ma confiance, mon respect. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour lui. C'est un sportif de haut niveau. C'était un sportif de haut niveau. Il est un tout petit peu plus vieux que moi.
il a été pompier pendant longtemps. Gradé, grosse mission et tout, hein, donc on va dire un mecton solide qui se laisse pas vraiment marcher sur les pompes. Et en fait, aujourd'hui, quotidien et impératif oblige, impératif familier oblige. Il a trois petits. Il a toutes les raisons du monde de vouloir s'arracher pour qu'ils aient le meilleur des conforts à la maison. Donc il bosse un peu comme un acharné, mais aujourd'hui il est plus du tout dans ces professions un peu, comment dire, sans le dire avec trop de mépris, alors qu'il n'y en a pas du tout dans mon esprit, mais on va dire des professions qui ont légèrement plus de sens que d'être grosse analyste manager sur la branche je sais pas quoi, je sais pas quelle spécialité marketing qui est sortie il y a 2 semaines aux États-Unis dans une boîte dont personne ne connaît l'existence à part le CEO et la maman du CEO. Ce qui est un peu son cas. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je pique un peu pour rigoler, mais c'est évidemment affectueux. Mais en gros, lui qui était un peu un chevalier à une certaine époque, prêt à secourir la veuve et l'orphelin, et qui a été au feu, lui. Hein. Il a été vraiment chez les pompiers, il me semble bien, pendant plusieurs années, vraiment dans la gestion des feux. Donc, c'est un nom spécifique que j'ai pas là, mais tous les pompiers ne sont pas des pompiers qui interviennent sur incendie. Sapeurs-pompiers, hein, je parle. Lui, si. Donc, voilà, ce que moi j'estime être un humain quand même fortement valable pour lui et surtout pour les siens. Et aujourd'hui, cet humain fortement valable, ces questions existentielles, c'est comment je vais faire pour rester serein et pas trop péter les plombs, en expliquant à mon boss qu'à la base, quand j'ai signé mon CDI, il était plutôt OK pour 2 à 3 jours de télétravail par semaine, et aujourd'hui, ça fait 4 mois qu'on en a à peine 1 toutes les 2 semaines. Comment qu'on fait pour discuter avec ce genre de choses? Alors après, évidemment, vous allez me dire, oui, mais peut-être que Basile, tu ne prends pas tous les points en compte. Et oui, points en compte, parce qu'il y a beau avoir un gros T à la fin du point, il y a aussi un S. La boîte est peut-être dans une pente, elle a peut-être besoin de... Oui, certainement, j'en ai rien à branler. Quoique si vous êtes des dirigeants, alors je ne suis pas certain que le podcast soit consommé par les mecs qui dirigent les plus belles startups de France et du monde, voire de la galaxie, mais au cas où je vous balance une petite chips comme ça, avec toute mon expérience de grand CEO de 20 ans qui a exit, je sais pas, moi j'ai dû exit 0 boîte, c'est peut-être pour ça que je me permets de donner des conseils, mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous devez moduler, faire bouger la réalité que vous avez vendue à des employés qui sont là pour du long terme, hein, attention, les gens qui viennent un peu en mode mercenariat, court terme, prendre une ligne sur le CV, s'arracher, qui vous le disent dès le départ, bon, que vous fassiez pas trop mal avec eux, je peux concevoir. Mais les gens qui sont là pour bâtir pour eux-mêmes à l'intérieur de votre boîte, en fait, s'il vous vient l'obligation de modifier quoi que ce soit, c'est OK. Je pense que c'est des gens qui sont en capacité intellectuelle, je le souhaite pour eux comme pour vous, de comprendre et d'étudier la question. Mais ce serait pas mal d'en parler. C'est-à-dire quand vous mettez une douille aussi monumentale que ça à mon petit pote dont je viens de vous parler, en divisant par 5, j'en sais rien, je fais un chiffre, étant donné que j'ai arrêté maths spé en cours de route parce que j'ai mis toutes mes priorités d'organisation sur le poney que je pratiquais en compétition. Mais quand vous divisez par 5 la réalité de télétravail, de liberté et d'autonomie géographique que vous vendez à un salarié, vous êtes un peu un enculé quand même, un petit peu un escroc. Voilà, il faut peut-être pas dire des gros mots aussitôt le matin. Voilà, sur cette parenthèse digressive habituelle dont le style, j'espère, vous a manqué. Comment raccrocher les wagons? Je vous parlais de mon pote qui éteint des feux et qui sait pas comment briser les cervicales de son CEO parce qu'il était en commuting, parce qu'on parlait du commuting. Pourquoi? Parce que oui, voilà. Ça m'avait manqué les saltos arrière comme ça de bon matin. Vous êtes en commuting, mettons-nous dans l'ambiance de mon pote, c'est-à-dire pas forcément ravi d'aller au boulot. Vous êtes déjà en retard, alors qu'en plus vous êtes un ancien militaire comme sapeur-pompier par exemple. Enfin, vous êtes un ancien d'une profession extrêmement rigoureuse, carrée, où l'expression être à l'heure, c'est déjà être en retard s'applique. Hein. Sachez que c'est une réalité
la plupart des corps de l'armée et même d'autres professions qui sont un peu rigides de par les besoins d'une organisation extrêmement structurée, extrêmement rigoureuse. Et là, pendant votre fin de commuting, là, vous êtes un peu au bout de votre parcours, au bout de votre marathon. Vous levez les yeux comme ça, de votre iPhone reconditionné que vous avez acheté sur Back Market sans le dire à votre femme parce que vous avez pété l'ancien qu'elle vous avait offert, en faisant le malin devant des plus jeunes que vous dans une entreprise où vous avez à peu près 10 ans de plus que la moyenne d'âge et en montrant à Kevin que vous saviez très très bien faire des burpees, voire mieux que lui parce que vous êtes un ancien militaire, mais que vous n'avez pas fait gaffe que votre jean était un peu trop serré et que par le geste polyarticulaire que représente un burpee, vous risquiez de faire tomber votre smartphone qui est l'un de vos centres de dépenses les plus conséquents de cette année. Bref, et donc, vous levez les yeux de ce smartphone, de cet iPhone, iPhone 14, parce que vous n'êtes pas largué non plus, mais vous n'êtes pas à la pointe. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans ces conditions de commuting aussi affligeantes et être à la pointe. Pour moi, il y a une incohérence scénaristique là-dedans, mais vous levez les yeux de cet appareil au pouvoir aussi empowering que liberticide, entre guillemets. Pas liberticide, mais non, pas du tout liberticide. Wow, là, ça part en sucette. Vous levez les yeux de cet appareil et vous vous rendez compte que la tronche que vous voyez là-bas, là, à 57 mètres, ah merde, putain, c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous le connaissez. J'espère que je l'ai bien joué à l'écran parce que moi, devant moi, il n'y a personne. Il y a des arbres, de la boue et éventuellement des chevreuils qui seraient planqués, mais avec qui je n'ai jamais eu la moindre relation, ni sur les réseaux, ni ici. Donc, on risque pas de se reconnaître en se croisant. Donc, vous apercevez Jean-Guy, on va appeler ça Jean-Guy, la personne que vous reconnaissez, et Jean-Guy vous aperçoit. Et là, c'est niqué, les gars. Parce que si Jean-Guy vous aperçoit et que vous apercevez Jean-Guy, c'est mutuel. Ok ? L'aperçu, la détection est réciproque. Et comme tout être de société, tout être de groupe guidé par ses instincts primitifs, comme l'est l'homme, le human, l'homo sapiens, une fois que homme 1 et homme 2 se sont détectés mutuellement et savent qu'ils ont des choses à se dire, c'est foutu. Vous ne pourriez pas y couper, à moins que Jean-Guy se fasse faucher par un bus parce que le chauffeur a mal dormi cette nuit, parce qu'en fait son voisin, qui prétend être un voisin absolument respectueux et né pour le vivre ensemble, n'en a strictement rien à branler d'écouter du Jul jusqu'à 2h30 du matin, et en plus a mis une double dose depuis que Jul a porté la flamme olympique, donc il pense qu'il avait vraiment eu une vision en étant fan de cet artiste, il savait que ça allait aller aussi loin, on embrasse d'ailleurs Jul au passage. Donc ce chauffeur de bus, à moins qu'il ne fauche Jean-Guy, et là, ça règle vos problèmes, mais est-ce que ça règle vraiment vos problèmes ? Parce que la question qu'on oublie de poser trop souvent dans ce genre de situation qui se présente quand même assez régulièrement, j'imagine, hein, dans le quotidien des citadins, le quotidien empressé des citadins, c'est si vous voyez Jean-Guy se faire faucher par un chauffeur de bus mal réveillé, est-ce que vraiment, après l'avoir détecté, bien que vous soyez dans ce stress et dans ce tunnel d'empressement de votre routine commuting matinale, est-ce que vous passez votre chemin, ou est-ce qu'en fait c'est vous qui allez gérer tout le bordel, et donc c'est-à-dire aller récupérer la jambe de Jean-Guy là-bas, la ramener près du reste à peu près organisé de son individu, appeler les pompiers, appeler son épouse, avec qui en plus vous n'avez pas des super bons rapports depuis que Jean-Guy lui a expliqué que vous lui parliez plus, parce que Jean-Guy a un bec de lièvre et que même si vous n'aviez jamais remarqué, il est persuadé que c'est pour cette raison que vous ne lui parlez plus, alors qu'en fait vous vous connaissez depuis 25 ans, et depuis 25 ans vous êtes le seul connard de son entourage qui n'a pas remarqué qu'il avait un bec de lièvre, parce qu'en fait Jean-Guy n'a pas de bec de lièvre, il n'a pas du tout de bec de lièvre, il a juste une espèce de défaut chelou. Il a été faire le truc qu'il faut absolument jamais faire, sauf si on a les reins solides, non pas du tout. Si on a le cerveau bien attaché, mais de toute façon personne n'a le cerveau bien attaché, c'est d'aller sur Internet pour comprendre ce qu'il avait, plutôt que de se rendre chez un professionnel et autres voodoo qui lui aurait révélé
la véritable appellation de sa pathologie physique en cours. Voilà. Donc, pourquoi on en est là? C'était juste pour vous dire qu'en fait, si vous croisez la gueule de Jean-Guy, enfin pas la gueule, parce que du coup, si vous croisez physiquement, littéralement, la gueule de Jean-Guy sans le reste de Jean-Guy, c'est que le chauffeur de bus a vraiment taqué Jean-Guy fortement et avec un axe assez spécial quand même. Mais si vous croisez le regard de Jean-Guy, vous allez devoir aller par la Jean-Guy. Et tout ça pour vous dire, ces petites 30 secondes de digression, hein, je pense que ça fait à peine 30 secondes qu'on en parle, tout ça pour vous dire que c'est un petit peu cette gêne, vous voyez, vous avez retrouvé Jean-Guy, ça fait 2 mois et 16 jours que vous vous êtes plus parlé, alors qu'avant vous vous textiez régulièrement. Alors 2 mois et 16 jours, vous en avez pas la foutue moindre idée. Lui, il compte carrément, parce que Jean-Guy, en plus d'avoir un bec de lièvre fictif, est un psychopathe, mais ça, vous le saviez déjà pendant les années de fac. Il n'y a que les gens atteints de ce genre de pathologie qui commandent un Big Mac au McDo et qui enlèvent le fromage du Big Mac. À part Jean-Guy, vous n'avez jamais vu personne faire ça. Vous avez hésité à une époque à couper vos fréquentations de cet énergumène, mais vous êtes dit, bon, quand même, une fois sur 2, il me paye le McDo. Donc après, son fromage, il fait ce qu'il veut avec. D'ailleurs, vous vous êtes jamais vraiment posé la question. Votre cerveau, votre esprit n'a jamais osé affronter cette question pendant une phase de réflexion qui aurait pu tourner au gore. Que fait Jean-Guy du fromage? Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il enlevait le fromage des Big Mac. Mais il l'emmenait. Et c'est là que vous vous réalisez, à 38 ans, en le recroisant boulevard Saint-Michel avant d'aller rejoindre votre start-up éclaqué, qui de toute façon va déposer le bilan dans 6 mois, mais ça vous le savez pas, votre CEO vous l'a pas encore dit. C'est là que vous vous rappelez, avant qu'il arrive à votre hauteur, pour vous dire hey, « coucou, comment ça va ?» et que vous ayez une conversation des plus stériles, malaisantes et inintéressantes de votre existence, si tant est que votre existence soit suffisamment intéressante pour mettre un minimum de contraste entre sa moyenne d'événements et celui qui vous attend, c'est là que vous réalisez qu'à l'époque, ce fou qui enlevait le, mettons des gros guillemets, cheddar, parce que pour moi on est plutôt sur un reste de jouet jaune fondu, on savait pas trop quoi en foutre dans les aléas du recyclage, donc on l'a foutu dans des hamburgers de McDo, donc dans des Big Mac. Jean-Guy, le fou, enlevait le fromage du Big Mac, mais il l'emmenait chez lui. Et donc là, votre cerveau n'est pas en mesure d'affronter ce genre d'informations parce que qu'est-ce que vous vouliez qu'il foute avec du fromage séché de Big Mac? Et en réalité, peut-être qu'il faisait des choses très intéressantes ou très condamnables. Mais là, ça ne fera pas l'objet d'un prochain épisode, mais ça devrait. Ça devrait. D'ailleurs, si parmi les gens qui m'écoutent et qui sont en train de se demander quelle drogue dure j'ai pris avant de commencer l'enregistrement, je vous assure aucune. Je me suis éventuellement légèrement cogné la tête ce matin en me redressant bien trop vite, mais c'était, je pense, une commotion trop faible pour justifier d'un tel esprit malade, mais ça vaudrait le coup que des gens un peu plus spécialisés. Moi, je suis pas très très calé sur le cheddar, en tout cas pas sur le cheddar industriel, même si j'ai une grande affection pour la culture américaine et pour tout ce que la science du fast-food a amené à l'humanité. L'obésité, la mort, le stress, etc. Mais ça, c'est d'autres sujets. Mais je pense que des spécialistes pourraient tout à fait reprendre cette amorce, cette espèce de petite étincelle que je leur offre aujourd'hui pour nous expliquer en réalité, qu'est-ce qu'on fout avec du cheddar refroidi de chez McDo chez soi. Donc voilà à peu près la gêne dans laquelle je suis en reprenant ma caméra, enfin qui n'est pas du tout une caméra mais un putain d'iPhone 14. Oh tiens, coïncidence, le même iPhone 14 que celui dont je parlais tout à l'heure, que vous avez dû racheter en loose day sur Back Market sans le dire à votre femme, et qui vous a obligé à légèrement, et de toute manière vous deviez le faire de manière discrète, restreindre le budget vacances à Lacanau. Et c'est pour ça que Jimmy Bob, votre aîné, n'a pas pu se rendre plusieurs fois au bowling la même semaine. C'est parce que Jimmy Bob ignore qu'à cause de votre foutu iPhone 14 que vous avez dû racheter en reconditionné comme un tricheur parce que vous aviez brisé l'ancien, que votre femme vous avait offert neuf, en tout cas c'est ce qu'elle prétend, mais vous n'avez toujours pas vu la facture, évidemment c'est un cadeau. C'est pour ça que Jimmy Bob n'a pas pu aller plusieurs fois au bowling. Là, en gros, pour vous la faire simple, je sais pas depuis combien de temps on tourne. Alors, la nature a décidé que je ne passerai pas ici. C'est mal me connaître, les gars. Je vous rappelle que j'ai quand même mon BSR. Donc, quelle souplesse. Quand je pense que j'ai passé la trentaine et que j'arrive encore à faire ce genre de choses, ça me donne le frisson.
Voilà, donc, je me suis... Oh, putain, j'aurais tellement aimé filmer une chute aussi pitoyable dans un sol aussi boueux que celui sur lequel mes pieds se posent. Malheureusement, j'ai un équilibre quasi... Alors là, par contre, il y a un vrai problème de terrain. J'ai un équilibre quasi olympique. De toute façon, je suis sollicité assez souvent dans le cadre de compétition, mais je garde les pieds sur terre et je garde la terre froide parce que si je commence à trop transfuger de discipline, etc., ça n'a ni queue ni tête et ça ne va nulle part. Je suis dans cette digression maximale que beaucoup jugeront certainement alimentée, voire dopée, entraînée par des... Ah ouais, d'accord, c'est foutu jusqu'au bout. Alors là, je vais carrément m'enfoncer dans la forêt du Mordor. Que beaucoup jugeront certainement alimentée et soutenue, pour pas dire dopée, par des champignons hallucinogènes. Ça n'est pas le cas du tout. Et le pire, c'est que, en plus, j'ai pris un petit déjeuner ce matin. Hyper intéressant. Mais voilà, si je suis dans cette digression, c'est parce que, vous le savez, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et que je voulais juste vous dire que j'aurais pu, je le reconnais, le faire de manière plus simple, en quelques mots. J'ai une petite gêne à rallumer cet appareil de captation vidéo, pour ne pas dire caméra, puisque ça n'est pas une caméra, c'est un putain d'iPhone 14 reconditionné acheté sur Back Market. Et cette gêne vient du fait que la distance qui sépare cet épisode du précédent est la cristallisation et le symbole de mon inefficacité, j'ai bien dit, de ma procrastination, de mon absence de but dans la vie et le mérite dont je fais preuve de finir dans les enfers. Voilà, pour être tout à fait cordial avec moi-même. Alors évidemment, vous me connaissez, les saltorières ne sont jamais loin. Il y a tout un tas de circonstances incroyables, de prises d'otages, de narcotrafiquants, de voyages en soute, de ce que vous voulez, de j'en sais rien, de raisons qui justifient le fait de ne pas avoir sorti d'épisode. La réalité, pour vous spoiler, je suis désolé de mettre les points sur les i aussitôt, c'est que, en fait, non seulement j'en avais pas envie, envie dans le sens, en envie d'avoir envie, comme disent les poètes, mais oui, dans le sens, en fait, ça m'est jamais venu, si, peut-être une fois ou deux, allez, je mens, peut-être une fois ou deux, en discutant avec des amis, et c'est toujours en discutant avec des potes qu'on me dit « Ah, mais dis donc, ton émission !» Je sais pas pourquoi c'est arrivé plusieurs fois. Alors évidemment, ceux qui se reconnaissent dans mon imitation, dans mon incarnation de la moyenne de mes amis, et dans les termes que j'utilise pour les mimer, pour les singer, on dit, surtout ne prenez pas la mouche, parce qu'un singe qui prend une mouche, à part dans une fable de La Fontaine, je vois pas trop ce qu'on va en foutre. Mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup ont utilisé le mot émission. Ça m'a littéralement fumé comme un saumon norvégien à la meilleure table de votre département. Ce que je veux dire, c'est que on m'a souvent fait la réflexion, je vais le refaire pareil, parce que de toute façon, ça me fume tellement que j'adore ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Vous voyez, là, je marche en forêt, et en forêt, vous le savez, il y a des obstacles. C'est la nature, elle reprend ses droits. Qui suis-je ? Que représente-je dans le cosmos pour me plaindre de voir la nature me mettre des obstacles sur la route comme ce gros tas de merde au milieu du chemin ? Je ne suis personne. Par contre, là, cet obstacle-là que vous voyez doucement apparaître à l'écran, c'est un bout de plastique qui a été... alors, ce qui est fou, c'est que c'est extrêmement soigneusement fait, qui a été accroché en pleine forêt sur une branche. Il doit y avoir un sens à ça. Alors, vous le voyez peut-être pas, je vais faire de la pub, c'est pas du tout un placement de produit. Il y a marqué Crédit Mutuel. On est dans le cul d'un espace forestier, dans le cul d'un contre-département sous-régional, dans le cul d'une région qui est déjà dans le cul de la France. J'abuse légèrement, mais vous me connaissez, c'est pas trop mon truc, la demi-mesure. Et il y a un mec qui doit certainement s'appeler Jean-Guy, qui est venu et qui s'est dit « Je vais accrocher du plastique en pleine forêt ». Là, je suis désolé, j'allais repartir sur quelque chose de sérieux, de viable scientifiquement. Enfin, scientifiquement, c'est peut-être un grand mot, mais pour continuer la discussion, mais là, je suis obligé de m'interroger. Philosophiquement, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le message ? Est-ce que ce Jean-Guy, le Jean-Guy de la forêt, qui n'a rien à voir avec le Jean-Guy du cheddar, peuvent être cousins éventuellement,
Mais qu'est-ce que Jean-Guy a voulu nous dire? Enfin, genre, je suis désolé de faire une fixette sur ce putain de bout de plastique, mais est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble? Ça ne ressemble à rien. Franchement, je suis presque sonné par la chose. Je ne sais, à cause de Jean-Guy et de son putain de morceau de plastique, est-ce que Jean-Guy d'ailleurs travaille au Crédit Mutuel? Ou au contraire, est-ce que Jean-Guy a utilisé... Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce putain de plastique? On dirait... Excusez-moi, je bloque dessus, mais on dirait une rubalise. Une rubalise, vous savez, c'est un cordon en plastique. Enfin, c'est une bande plastique qu'on utilise pour barrer le passage. Vous savez, la fameuse rubalise la plus connue, c'est la rouge et blanche sur les zones de travaux, mais c'est surtout la jaune avec marqué « Police, do not cross mes couilles », je sais pas quoi, là. Là, c'est littéralement... C'est ça, c'est une rubalise, mais c'est une rubalise Crédit Mutuel. Donc, mon esprit malade ne peut s'empêcher d'essayer d'imaginer les potentielles raisons qu'aurait le Crédit Mutuel à protéger un endroit en mettant des rubalises à son effigie. Donc déjà, ça, j'ai du mal. Imagine, ok, je suis fabricant de rubalises. Je m'appelle Guy Jean. Alors moi, c'est ma petite touche, ma petite singularité, ma petite originalité. Je m'appelle Guy Jean et de père en fils. Alors attendez, je vais couper et je vous reprends dans 1 minute. Et oui, comme vous vous rappelez sûrement, il arrive très souvent que je sois contraint de couper en pleine réflexion philosophique. Alors là, encore une fois, c'est la vie qui me punit, mais j'ai coupé parce que des VTT, qui sont des embarcations à 2 roues extrêmement menaçantes, c'est-à-dire des vélos en fait, arrivaient pleine balle. Quand je vous dis des VTT, comprenez 25 VTT. Hein, il fait beau encore. C'est un peu le dernier jour où il fait beau, je crois, aujourd'hui dans la région. On est dimanche matin. Il est 6h45. Évidemment, qu'est-ce qu'on a d'autre à foutre que du VTT? Je plaisante, je comprends le plaisir de la sensation de rouler sur un cadre métallique dans une forêt. Ils arrivaient pleine balle. Et à ma hauteur, littéralement à ma hauteur, alors j'ai pas compté lequel était-ce, mais c'était pas le premier, c'était pas le dernier, c'était pas celui du milieu, c'est littéralement vautré devant moi. Et je pense qu'il s'est enculé le genou. Alors, enculé le genou, pas vraiment, parce que je sais que dans mon audience, on trouve quelques personnes fortement littérales. Donc attention, n'essayez jamais de faire ça avec un genou. Déjà, normalement, ça risque pas d'aller où que ce soit, étant donné qu'on va être légèrement en carence d'orifice pour cet exercice-là. Mais la personne dont je vous parle, c'est vraiment fait très très mal. Alors ça m'a un peu sorti de ma connerie, même si j'essaye, je sais pas si vous le constatez, mais j'essaye d'y revenir. Mais le Jean-Guy du VTT, parce que là on était littéralement sur le Jean-Guy du VTT, il s'est explosé. Et il s'est explosé pour une raison absolument merveilleuse. Il s'est explosé parce qu'il a essayé d'éviter une grosse trace de boue. En gros, là où on s'est croisés, c'est pour ça que je marche un peu comme un débile mental depuis tout à l'heure. C'est pas uniquement parce que je suis débile mental. Ça, j'espère que ça commence à rentrer un petit peu dans vos petites têtes, parce que si en 25 épisodes, enfin j'en sais pas combien, vous avez toujours pas compris, c'est que peut-être qu'on est du même bord. Donc Jean-Guy et ses amis, la bande à Jean-Guy, hein, qui est connue dans toute la région, hein, étant donné qu'en plus on est dans une forêt dont le nom me surfume. Hein, j'étais déjà fumé comme un saumon norvégien. Là, je vais être doublement fumé. Je ne sais pas s'il y a des animaux, en tout cas des mets, qu'on fume plusieurs fois. Là, le nom de la forêt me surfume parce que... Non mais attendez, il y a un problème. Attendez les gars, c'est un complot. En fait, depuis tout à l'heure, est-ce que ma vie, c'est une sorte de Truman Show? Est-ce que c'est le Jean-Guy Show? Parce que pourquoi je vous dis ça? Il y a une seconde rubalise à quelques mètres de moi que je repère d'ici. Maintenant que je suis un petit peu habitué à ces manifestations terroristes plasticiennes en forêt, il y a une autre rubalise Crédit Mutuel, mais ça c'est pas la même, j'ai pas fait un tour. Non, c'est pas la même. Peut-être était-ce un tracé? Peut-être était-ce un indice? Peut-être est-ce la marque de la voie cachée du trésor secret enfoui du Crédit Mutuel? Peut-être qu'en fait les lingots du Crédit Mutuel sont là, quelque part sous nos pieds. Je vais arrêter 2 secondes avec ça. Je vous disais juste que le nom de cette forêt me surfume pour la bonne raison qu'elle s'appelle, et les Nantais
et autres autochtones de la région la connaissent sûrement, la forêt de Toufou. Toufou, on dirait un Pokémon qui prend des drogues plutôt speed du coup. Donc Toufou, T-O-U-F-F-O-U. Voilà. Il y a la forêt de Rubempré, la forêt domaniale royale de Rueil-Malmaison. Et puis, des fois, on a moins d'inspi. Et puis, la forêt ressemble pas à grand-chose ici. On se dit, on va peut-être quand même pas trop se casser les couilles. Ça va plutôt servir aux gosses des Mongoliens qui habitent dans les alentours à venir construire des espèces de faux tipis en empilant des branches sur un tronc que personne va venir démonter, qui vont rester là, prendre la poussière et abriter des espèces d'animaux chelous qui n'ont jamais pointé le bout de leur nez dans des forêts normales. On va l'appeler Toufou. Mettez un blast qui fait rire les gosses. De toute façon, plus de 2 syllabes, la moyenne du croquant qui va suivre l'itinéraire pour la trouver va se paumer. Donc voilà, donc dans la forêt de Toufou, et certainement, là, je vous le dis pour les gens, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui... Alors j'ai peut-être perdu la main, hein, vous m'excuserez, sur la gestion du stab. Du stab, ouais, dans le métier, c'est comme ça qu'on... le Busta ou le stab, Busta, pas Busta Rhymes, hein, ni Busta Flex d'ailleurs, qu'on embrasse. Je crois qu'il... Je suis pas sûr qu'il soit apparenté Busta Flex et Busta Rhymes. Et est-ce que, d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, surtout ne le faites pas, hein, mais y a-t-il d'autres Busta ? Ça, c'est une question qu'on ne s'est jamais posée, d'ailleurs. C'est une question qui rejoint un petit peu cette catégorie un peu ambitieuse des questions qu'on ne se pose jamais, peut-être éventuellement dans certaines niches de doctorants en philosophie, qui rejoint donc les rangs de la plus haute étagère d'intellect, comme la question de que foutait Jean-Guy du cheddar avec le cheddar quand il l'a ramené chez lui. La question c'était, mais y a-t-il d'autres Busta ? Et qui sont-ils ? Et que veulent-ils ? Et est-ce que les Busta sont une équipe ? Est-ce que les Busta sont une nation ? Donc, le Busta, pour revenir, et non pas Flex, non pas Rhymes, mais le Busta Stab pour stabilisateur. Je crois que je suis jamais allé aussi loin dans un épisode. Hein. Et vraiment, je suis à 2 doigts de finir l'épisode en me rendant dans un laboratoire médical, comme on est dimanche, on l'a dans le cul, mais pour faire une prise de sang sous vos yeux ébahis et vous montrer que vraiment, éventuellement, à part le samplon 95 que je me suis mis dedans hier, juste histoire de voir ce que ça faisait, il n'y aura rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dopage, il n'y aura pas de drogue dure, il n'y aura pas de champi. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas le budget. Donc, j'ai peut-être perdu la main, et d'ailleurs, mon bras est en train de m'insulter, sur le maniement et le talent que j'avais développé, la finesse que j'avais développée dans le maniement du stabilisateur, comprenez. Donc, dans cette forêt de Toufou, je le dis parce qu'il y a souvent des gens qui aiment compenser le vide de leur existence en trouvant des quêtes alternatives proposées par des événements et des entités extérieures. Littéralement, rappelez-vous juste... Alors là, je vais me faire incendier par la communauté, si tant est qu'il y a une communauté, mais je m'en branle un petit peu parce que déjà, je suis à peu près sûr qu'ils ne regardent pas mes vidéos. Et de 2, je suis à peu près sûr qu'ils ne sortent pas suffisamment loin de chez eux pour me retrouver. Et puis va me trouver dans la forêt de Toufou, mon frérot. Bon courage. J'ai appris à m'y dissimuler. Rappelez-vous de l'époque Pokémon Go. Moi, Pokémon Go, juste j'ai un souvenir comme ça. Je suis à Parly 2, les gars. Parly 2, c'est un centre commercial qui date de l'avant-guerre, qui est dans les Yvelines. Je sais plus ce que je fous à Parly 2. Je crois que c'est ça, hein, Parly 2, ou alors peut-être je confonds avec un autre, mais je suis quasiment sûr. L'histoire nous dira si je me trompais ou pas. Enfin, les gens qui vérifieront tous ces faits dans 200, 300 ans. Parce que s'il y en a vraiment qui font ça et que c'est leur job, bah putain, il fallait peut-être suivre un petit peu plus à l'école. Et là, je vois des mecs, pas des enfants, les gars. Non. Pas des enfants, des hommes. Alors des hommes de sexe masculin, hein, des adultes hommes, comme on le dit, en âge et en condition de combattre, qui n'avaient pas l'air plus écervelés qu'une huître. Hein, ils avaient l'air normalement constitués. Mais je voyais, mon œil aiguisé voyait que leur comportement était légèrement chelou quand même. Et en fait, je comprenais pas ce qu'ils foutaient. Ils étaient là, ils couraient. Alors oui, là forcément, la manière que j'ai de vous les mimer, vous vous dites. Donc d'après toi, c'est ça, quelqu'un de normalement constitué qui a l'air supérieur intellectuellement à une huître. Bah, sur le moment, je sais pas, je me suis dit qu'ils avaient l'air normaux. Et en fait, j'ai compris après que c'était la vague Pokémon Go et que les mecs avaient un truc dans le coin, là, ils avaient trouvé un Zabbi, je sais pas quoi, un Toufou, je ne sais quelle espèce fictive d'un jeu auquel de toute façon j'ai jamais rien compris de ma vie. Je suis un mytho, j'ai joué,
J'ai joué à Pokémon. Regardez, je vais parler en même temps, je vais me gratter. Alors ça, c'est intéressant. 3e question. C'est fou quand même ce qu'on arrive à générer comme qualité de réflexion et de digression philosophique dans un seul épisode. Comment appelle-t-on cette partie ? Là, je me suis toujours demandé. Vous savez, cette partie que tout le monde craint de voir devenir... depuis tout à l'heure, en fait, je suis en train de cadrer le ciel. Désolé, les gars. De toute façon, vous avez compris, c'est la fin des haricots. Comment appelle-t-on cette partie que beaucoup d'entre vous, et d'entre nous, parce qu'en fait, on est la même équipe, craint beaucoup d'entre vous, donc craigneux, accordons les verbes si possible, ça mange pas de pain, devoir devenir flasque, devoir se détendre, devoir tomber. Est-ce qu'on appelle ça le menton ? Est-ce qu'on appelle ça la gorge ? Est-ce qu'on appelle ça le goitre ? Est-ce qu'on appelle ça... Voilà. C'est une petite parenthèse pour toujours pousser l'exercice intellectuel un petit peu plus loin. Donc oui, je vous disais... Là, je suis vraiment dans un terrain miné, les gars. Rappelez-vous de Pokémon Go. Pourquoi je vous disais rappelez-vous de Pokémon Go ? Parce que je dis oui, il y a des gens un peu chelous des fois qui adorent combler le vide de leur existence avec des quêtes extérieures. Voilà. Ceux qui n'ont pas suivi, vous irez enculer votre genou comme Jean-Guy du VTT et vous ne m'emmerderez pas. Alors, je viens de réaliser, bon là je suis dans un cul-de-sac, les gars, la nature a décidé de peut-être qu'une issue alternative, pour utiliser plusieurs fois le mot alternatif en plus du mot enculé dans le même podcast, m'est proposé. Alors, vais-je m'exploser la gueule en sautant au-dessus d'un fossé ou vais-je pas ? Je pense que je vais-je pas parce que, évidemment, vous connaissez mes capacités athlétiques que j'ai forgées d'ailleurs en partie dans cette forêt de Toufou, la forêt du trésor du Crédit Mutuel. Donc, les gens dont je vous parle, là, dont je vous cause, qui aiment combler le vide de blablabla par des quêtes extérieures, peut-être que la quête du trésor du Crédit Mutuel, a.k.a. le trésor des rubalises, puisque la légende des rubalises est désormais installée dans la forêt de Toufou, Touflamme, voilà. Je me demande en fait s'il n'y a pas quelqu'un qui est venu. Donc là, je vais peut-être m'exploser la gueule. Hein. C'est la vie, c'est la nature. Ça finira sur National Geographic. Voilà, boum. Peut-être que quelqu'un est quand même venu mettre une substance pendant mon sommeil dans mon verre à eau, que je n'ai pas de toute façon. Écoutez, venez dans la forêt de Toufou et trouvez-moi ce trésor. J'en réclame 5%. C'est comme ça, comme un VC, vous savez, comme un venture capitaliste qui rencontre une start-up et dit 5%. D'accord. Voilà. Là, je suis un peu perdu dans mes digressions, je ne vous cache pas. Mais il n'est pas encore venu le temps d'abandonner et de baisser les bras. Ce que je voulais vous dire, c'était, pour reboucler, avant que Jean-Guy du VTT s'explose ses morts devant moi. Oui, donc je vous ai peut-être pas... J'en sais rien, je ne sais vraiment pas où j'en suis. Et je pense que j'ai tellement peu d'espoir que cet épisode vous apprenne quelque chose que je ne vais même pas le monter. Alors, s'il n'y a pas de problème technique, je vais le prendre tel qu'il est et je vais le balancer sur YouTube. Et vous me direz combien d'entre vous ont fait des AVC, combien d'entre vous ont accéléré intellectuellement grâce à ça, et combien d'entre vous n'en ont rien eu à foutre. Mais je voulais juste vous dire que Jean-Guy du VTT s'est explosé la gueule parce qu'il essayait d'éviter une énorme traînée de boue qui avait l'air bien visqueuse et bien humide. Et c'est ça qui a fait, c'est cette espèce d'à-coup qu'il a donné de manière absolument amateur. Je l'ai très bien vu. Moi qui ai dû faire du VTT, 2 fois dans ma vie. Et encore, c'était sur le bitume de mon quartier quand j'étais plus jeune. Donc la notion de VTT était quand même vachement relative, à part ce qu'il y avait marqué sur le cadre de cette espèce d'escroquerie appelée vélo tout-terrain que Decathlon Ballard m'avait vendu. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose de VTT dans mon VTT. Mais ça, c'est une autre histoire, évidemment. Si la longueur de mon existence et le temps me le permet, je m'attellerai à produire un ouvrage sur le sujet, mais là, c'est pas le moment. Et donc, il s'est explosé la gueule. Et vous savez que je suis un petit peu coquin. Je me suis, depuis, donc ça doit faire 20 minutes que j'ai vu Jean-Guy s'exploser la gueule. Jean-Guy du VTT essayer de suivre. Je me demande depuis tout à l'heure, pourquoi mettre autant d'intensité dans l'univers pour prétendre être
Attendez, je crois que j'ai vu un animal. Alors par contre, si c'est un animal, il a l'air vachement menaçant quand même. Ou alors c'est juste une souche. Ouais, c'est même pas une souche, c'est une espèce de morceau d'arbre qui ressemble à un cerbère qui me regarde en s'aiguisant les canines avec un couteau. Là, effectivement, quand on regarde bien, c'est juste un morceau d'arbre coupé. Pourquoi est-ce que Jean-Guy du VTT a voulu éviter cette flaque? Pourquoi est-ce qu'on met autant d'énergie dans l'univers? Pourquoi est-ce qu'on dépense 800 € dans des espèces de tenues en lycra extrêmement étranges, dans des casques qui ont des formes dont on ne sait pas de quoi d'ailleurs? Personne n'a jamais compris. Putain, qui design ces trucs-là? Qu'est-ce que ça change que ta tête, Pourquoi vous faites ça? Arrêtez. Et autant d'argent, d'énergie, de passion, voire de fétichisme, parce qu'à un moment donné, il faut quand même poser le mot, dans un objet qui est juste un putain de cadre métallique avec 2 roues qui tournent et qui fait un bruit extrêmement chelou quand il fonctionne bien. Pourquoi vous éloigner de votre famille? Pourquoi délaisser votre compagne ou votre compagnon toutes ces heures de week-end, etc. Pourquoi venir enculer le sol de tous les domaines forestiers de France et de Navarre si vous évitez la première petite flacasse de boue que vous croisez? Mais vous comprenez un peu à quel point je suis à 2 doigts de poser la caméra et de me barrer, en fait. Parce que pourquoi vous faites du VTT si c'est pas pour prendre ces petites flaques de boue? Qu'est-ce que vous cherchez? Voilà, c'était la fin de cette question. Et franchement, si vous avez la réponse, si vous êtes de la famille de Jean-Guy du VTT, et que vous regardez cet épisode qui n'a absolument pas le moindre sens, d'ailleurs, il va peut-être être temps de commencer à en mettre, parce que je vois déjà mes 2-3 fidèles qui sont là pour voir si je dis pas trop de conneries. Et là, je sais que ça fait une demi-heure qu'ils ont imprimé ma tête sur leur Epson d'occasion, qu'ils ont acheté, et cette fois-ci pas sur Back Market, mais sur Darty seconde main. Ils ont imprimé ma tronche, et c'est d'ailleurs ça qui leur a permis de se rendre compte que, leur imprimante était mal entretenue et qu'il fallait faire le programme. Donc c'est nettoyage des bus de tête qu'il faut faire. Sur la plupart des Epson, c'est la partie 2 des programmes d'entretien. Et qu'en plus, leur encre cyan, personne n'utilise ce putain de mot, mais leur encre cyan est en train d'atteindre sa rupture. Donc merci Basile. Ils ont imprimé ma tronche et ils viennent de la mettre sur leur espèce de faux sac de Prap qu'ils ont acheté sur decathlon.com pour avoir une espèce d'objet viril dans leur pièce, mais qu'ils n'utilisent jamais à part pour faire sécher le linge. Et là, par contre, ils l'utilisent. Là, ils ont mis ma photo dessus et ils sont en train de mettre des grandes mandales dans le sac de frappe en disant « Putain, t'avais fait une vingtaine d'épisodes où, allez, 80% c'était quand même du zef, mais tu tenais un truc à peu près correct où tu réfléchissais. Et là, tu t'es dit, je vais faire du stand-up en forêt. » Parce que, vous le croirez pas, de toute façon, les gens qui savent, sachent, j'ai les 2 mains prises, les gars. Hein. J'ai un Busta, ni Flex, ni Rhymes, merci pour ceux qui ont suivi. J'ai un Busta, a.k.a. un stabilisateur. Non mais putain, il y a une 3e rubalise, les gars. Ah mais non, il y en a même 4. Oh là là, je ne sais plus où donner de la tête. Je vais essayer de faire abstraction de ces rubalises, parce que là vraiment, je perds pied. Donc j'ai mon stabilisateur dans une main et mes petits micros DJI dans l'autre. Donc évidemment, je n'ai pas de texte à portée de main, c'est de l'impro total, et je n'ai pas de prompteur. J'aimerais beaucoup. Et j'ai pas non plus un assistant là qui marcherait, hop, je vous le montre en direct pour ceux qui auraient encore des doutes, qui marcherait devant moi en me tenant des pancartes avec tout ce petit texte. Je pense qu'il aurait à peu près 9883 ou 85 pancartes dans les mains, ce qui serait un petit peu lourd. Donc, faisons abstraction des rubalises, laissons à l'univers le secret et le mystère de la raison pour laquelle Jean-Guy du VTT a voulu éviter cette boue, alors que de toute façon, la putain de forêt en est remplie. Donc le mec, s'il est venu et qu'il a sorti son meilleur VTT avec son meilleur lycra moule-couille pour aujourd'hui, et qu'il compte rentrer avec un vélo plus propre que quand il est sorti, il est quand même extrêmement chelou. Sachant que c'est tous ces poteaux qui étaient devant ou derrière lui, eux, ils en avaient rien à branler, ils passaient pleine balle. D'ailleurs, ils ont failli atteindre l'intégrité physique de ma personne. C'est pour ça que j'ai coupé. Ils arrivaient vraiment pleine balle. Après, moi, il n'y a pas marqué piste de VTT, faites Bellec, mettez-vous sur le teco, où il vous arrivera risques et périls. Dans les forêts, moi, je fais attention quand j'entends une petite détonation de type calibre 12. Parce que je me dis, je suis peut-être pas loin d'un chamois, d'un chevreuil ou d'un écureuil ou de je sais pas quoi.
ou d'un bulldog, enfin peu importe quel animal se fait prendre pour un gibier par des chasseurs qui seraient déjà à 8 grammes 6 à 7 heures du mat, eux, je fais gaffe, parce que de toute façon, je vais pas aller leur dire, bah dis donc les gars, quand même, parce que de toute façon, une fois que t'as pris le 12, t'as pris le 12, c'est terminé, pompier, chambre funéraire, bonne journée. Mais les VTT, je me dis, bon, quand même, il y a un côté écologique. Non, en fait, pas du tout. Les gars, alors ils vont quelque part. Voilà, mais quelle masterclass. Est-ce qu'on sait où vont les gens en VTT? C'est ça la question. Où vont les gens en VTT? À part s'exploser leur mort au sol comme Jean-Guy, qui aurait d'ailleurs dû finir. Moi, personnellement, je serais tombé comme Jean-Guy là où il est tombé. Jean-Guy du VTT. Je serais resté là. J'aurais dit à mes potes, prenez mon vélo, vendez-le sur le bon coin, donnez l'argent, donnez le pécule accumulé à ma femme et dites-lui que je l'aime. Et moi, je serais resté là, j'aurais attendu que la nature reprenne ses droits. Je me serais fait... Allô? Ouais. Je me serais fait... Bah, non, ça ne marche pas. Hein. Je me serais fait bouffer par les 2-3 pauvres écureuils qui peuplent la forêt et les 2 bergers australiens qui viennent se faire promener par semaine ici. Mais est-ce qu'on sait où vont les gens qui sont en VTT dans les forêts? Parce que moi, je ne sais pas. Si je pose la question, c'est pour aussi amener un peu d'humilité et vous montrer que je n'ai pas toutes les réponses. Je sais beaucoup de choses. Je sais énormément de choses. Mais je ne sais pas tout. La preuve, tac, 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 au hasard. Vous savez, quand on vous dit, là, par exemple, j'ai le bras qui est en tétanie totale parce que, en fait, le Busta, le stabilisateur, pèse beaucoup trop lourd pour mon petit corps. J'ai un peu des fourmis dans le bras. Je vous l'apprends, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pour vous montrer un petit peu mon omniscience, c'est que je n'appartiens peut-être pas à la même espèce que vous, que je viens peut-être d'ailleurs et que j'ai déjà peut-être un contrôle total sur la connaissance du monde, mais les fourmis qu'on a dans le bras n'ont rien à putain de voir avec les fourmis qu'il y a au sol. Bon, là, c'est pas de chance, au sol, il y a rien. Il y a des cailloux, de la boue et éventuellement des morceaux de la dignité de Jean-Guy du VTT. Mais quand on parle de fourmis dans le bras, c'est des fourmilleux. I2LES, qui causent des fourmillements. D'accord? Ça ne sont pas des animaux, Tarlet Ant-Man. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont rien d'ailleurs. Les fourmis, ce sont des expressions musculo-nerveuses, j'en sais rien, qui nous disent juste t'as le bras engourdi, Jojo. Voilà, d'ailleurs, ça ne sert à rien. Les fourmis, si vous réfléchissez bien 2 secondes, les fourmilleux, les fourmis, elles servent sûrement à des choses, ça c'est à peu près sûr. Moi, perso, j'ai pas trop fait le point sur le sujet, mais voilà. Elles servent peut-être à décomposer Jean-Guy du VTT, s'il restait au sol. Mais donc voilà, et donc bon, je vous apprends ça parce que ça me fait plaisir et parce que je suis là aussi pour donner de la valeur avant tout, hein, comme nous le rappellent tous les influenceurs LinkedIn les plus importants. La valeur d'abord. La valeur de quoi? On s'en branle, on ne s'est pas posé la question. On n'a pas envie de saigner du nez, mais d'abord la valeur. Après, les sponsoring. Mais ça, c'est un autre sujet. Bon, maintenant que c'est indéniable, que je sais à peu près tout, il y a quand même des choses que je ne sais pas, et c'est pour ça que parfois je me permets de vous poser des questions. Je ne sais pas où vont les gens en VTT dans la forêt. Je cherche. Hein. Ils sont pas là. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un endroit où ils font ils se sont tous retrouvés là et ils vont boire du vin chaud. Non, on ne les retrouve jamais, ces gens. Les familles ne s'inquiètent pas. Je sais pas, moi. Hein. Donc peut-être que pour le savoir, il faudrait que j'achète un VTT. Et c'est là où ça va s'arrêter tout de suite comme histoire. Le vélo, comment vous dire? Le vélo et moi, c'est comme... Allez, faisons une petite punchline avant de rentrer. Si possible, je vais essayer. Je vous garantis pas que je vais y arriver. Mais je vais essayer de finir cet épisode de manière sérieuse. Le vélo et moi... En fait, je sais pas si je fais une punchline qui coupe quelqu'un en deux, ou une punchline poétique, une punchline un peu quel esprit, quelle vivacité. Le vélo, le vélo et moi, c'est comme. Bon, je vais couper. Enfin, je vais couper personne en deux, mais je vais attaquer un camp dont je fais partie, entre guillemets. Comme ça, autoflagellation, victimisation innocente, mes couilles, machin, humilité, oh là là, mais quel sens, quel esprit, quelle autodérision. Tatati, tatata. Le vélo et moi, c'est comme LinkedIn et l'originalité. Voilà. Comprendra qui pourra. Ou alors, c'est comme LinkedIn et l'authenticité.
Ouais, c'est bien ça aussi. C'est comme LinkedIn. Ah, il y a une petite bête là-bas, je sais pas ce que c'est. Espérons que c'est pas quelque chose qui va me bouffer dans 3 secondes. Mais normalement, si Jean-Guy traîne encore un peu sa patte quelque part, il me servira de bouclier. Vous savez, ça me fait penser à cette fameuse histoire, cette fameuse phrase à la con qu'on sort, c'est si tu te fais attaquer par un ours et que t'es avec ton pote, donc Jean-Guy, enfin ça peut être que Jean-Guy, la seule chose que t'as à faire pour survivre, c'est de courir plus vite que Jean-Guy. Alors, moi, je vous dis un truc. Encore une fois, n'oubliez pas certaines omnisciences, certaines capacités à lire dans l'univers, mes couilles, tout ça. Le mec qui a dit cette phrase, déjà, il devait être con comme une porte. Parce que normalement, si t'es en forêt avec ton meilleur pote, il y a des raisons qui font que c'est ton meilleur pote et que tu souhaites pas forcément à ses enfants de finir orphelins. Alors, tu souhaites peut-être pas forcément au tien non plus, mais peut-être que ta priorité dans la vie, c'est pas de laisser ton pote crever. Ah, d'ailleurs, il faudrait que je vous parle d'une vidéo très choquante que j'ai vue il y a pas longtemps, qui m'a laissé un petit peu pantois. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, bonjour, de vous balader en forêt, et que pour X raisons, là, normalement, ici, ça ne peut pas m'arriver. J'ai croisé un monsieur. Ça s'appelle un monsieur. Je me suis mis dans le sens nécessaire pour pas le filmer de face, par respect. Mais il avait une superbe dégaine, une tête extrêmement joyeuse et il avait l'air extrêmement content de marcher. Alors, je sais pas si ça s'est vu à l'écran, mais je peux vous dire qu'il cavale. C'est-à-dire, il marche, mais il marche pas à moitié. Ok ? Ça veut rien dire ce que je veux dire. Revenons sur cette étude incroyable des animaux de la forêt. Si vous êtes en forêt et que vous faites attaquer par un ours, tout ce que vous avez à faire, c'est à courir plus vite que Jean-Guy. Bon, déjà, il faut être un enculé pour sortir une phrase comme ça, mais je suis à peu près certain que la personne qui a sorti une phrase comme ça, elle a jamais vu un ours attaquer quelqu'un. Parce que je sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, dans des documentaires, hein, je vous le souhaite, plutôt que dans la vraie vie. Un ours, ça a tout à fait le temps de prendre plusieurs personnes. Peut-être qu'il y a des gens de l'INSEE qui sont allés sonder la population des grizzlies et autres ours bruns de nos forêts et qui leur ont dit alors, éventuellement, vous tombez sur 2 promeneurs, vous en attaquez un, vous lui niquez ses morts vraiment longtemps et vous laissez l'autre s'enfuir en espérant qu'il se défonce la gueule par terre tout seul comme Jean-Guy et vous le rattrapez plus tard sans effort, ou alors vous allez vous attaquer le premier, vous le fumez, vous le laissez en stand-by découpé en 2 et vous attaquez le deuxième, car de toute façon, il n'a aucune chance de vous échapper. Vous êtes plutôt réponse 1, réponse B, ne se prononce pas. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas en fait comment on sait que si on croise un ours et qu'on est 2, l'ours va n'attaquer qu'une personne. Et même, qu'est-ce qui vous dit que l'ours va attaquer celui qui court le moins vite ? Ah, ça, vous l'avez pas vu venir, ça. Parce que l'ours, il est peut-être con comme une porte aussi. Hein. Peut-être que lui, pas con, mais peut-être que c'est un ours un peu crossfit, un peu dépassement de soi. Vous voyez, c'est un peu... quel est le plus grand défi que la vie me propose ? C'est Jean-Guy, un peu éclaté au sol, qui court mal parce qu'il a les genoux qui servent à rien. Ou Jean Geoffrey, un peu plus péchu, 2-3 stages sportifs un peu intenses, donc un cardio plus développé, qui va aller plus vite ? Moi, je suis l'ours, je choisis Jean Geoffrey, hein, sans hésiter. Je lui défonce, c'est mort. Je lui dis, t'étais le plus rapide ? T'es le plus mort maintenant. Et puis après, comme de toute façon, Jean-Guy, il aura fait une crise d'asthme au bout de 27 mètres en se pissant dessus et en faisant 2 AVC par pas, Jean-Guy, il est toujours là. Hein. Ça va ? Ouais, bon, reste là, de toute façon, tu vas crever tout seul, j'ai rien à faire. Moi, je m'économise. Vous savez, les animaux sauvages qui se battent et qui développent des très grandes quantités d'énergie pour tuer, pour chasser, pour se défendre et pour trouver de la bouffe, mine de rien, ils ont une espèce de conscience calorique. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Conscience calorique, ça veut rien dire, mais ils sont dans l'économie de calories. Nous, on n'est plus trop dans l'économie de calories parce qu'en fait, nous, on éternue, il y a un Starbucks à droite. Donc les calories, voilà. Mais les bêtes sauvages, elles ont une conscience de leur barre calorique, en fait, dans le sens à quel point il leur reste de la vraie énergie et à quel point il leur reste pas. Et je vous parle même pas donc de la complexité que ça peut représenter chez une espèce comme l'ours qui hiberne, si je dis pas de conneries. Alors je sais pas si tous les ours hibernent. Personnellement, j'en connais pas personnellement. Ça fait 2 fois personnellement. Mais voilà, donc franchement les gars, j'y arrive pas, je suis désolé. Quand je vais vous dire pourquoi je fais cet épisode
et que je vais en plus pas pouvoir le faire parce que je vais terminer cet épisode après 1h30 de one-man show, déjà je vais perdre mes 11 millions d'abonnés, ça va être un carnage. Non mais voilà, quand je vous dis j'y arrive pas, c'est j'arrive pas à revenir au sérieux. J'avais peur de ne pas avoir l'inspiration nécessaire pour vous parler. Force est de constater que si. Donc ce que je vais faire là, c'est que vraiment, je vais faire quelque chose d'important pour revenir sérieux, c'est que je vais pisser. Ça a l'air bête comme ça, mais en fait, c'est très réfléchi comme méthode. Je vais pisser, je vais changer de bras, et on va se parler à peu près sérieusement depuis. Alors je pense que depuis le début, je calcule quasiment pas la caméra. J'ai perdu toutes les habitudes, les gars. Je sais plus cadrer. Je sais pas si le micro il est au bon endroit ou pas. Je m'en carre un petit peu, je vous le cache pas. Voilà. Donc, je vous reprends dans une seconde. Comme ça va être en fait un petit peu monté entre les changements de bras, vous, ça va pas vraiment durer longtemps. Moi, il va peut-être se passer 2 minutes, 3 minutes. On sait pas. Et c'est ça la magie aussi du cinéma, du montage, de l'acte, de la coupe. Moi, j'arrête les conneries parce que de toute façon, sinon, ça va pas le faire. Et me voilà déjà de retour. Bon, ça fait du bien. Allez, on essaye de se recentrer. Je commence à croiser de plus en plus de gens dans la forêt. Alors, c'est pas forcément que ça me dérange, hein, vous le savez. Mais ça coupe dans la réflexion, dans le naturel avec lequel je vous parle. Là, par exemple, je viens de croiser un papa avec son fils. Son fils devait faire 40 cm de haut. Alors, j'exagère un peu, mais c'est un tout petit. Et ils avaient aussi un espèce de berger. Alors, ça ressemblait à un berger malinois un peu croisé. Sauf que ça faisait la taille d'un cheval. Voilà, donc c'était assez très très beau et assez sympa de voir le tout petit gambader dans la boue avec son garde du corps personnel, sachant que le père déjà était assez péchu. Mais alors là, je peux vous dire que le cheval malinois, berger, croisé, dragon, si vous branchez le petit, je pense qu'en 2 secondes 5, vous savez si Dieu existe, hein, comme on dit. Allez, on essaye de pas... Le mec, il se parle à lui-même. En sermonnant son public. Allez les gars, oh là là, dis donc, on est sérieux. Faut plus que je prononce le mot Jean-Guy. On essaye de pas retomber dans nos travers digressifs, mais surtout sarcastiques, humoristiques, ironiques et compagnie, parce qu'en fait, ça n'est pas l'objectif de ce podcast. Peut-être que ça s'est révélé tard, en fait. Ça se révèle aujourd'hui, mais peut-être qu'en fait, c'était le but depuis le début. C'est pour ça que ce podcast a eu du mal à traverser les époques. En tout cas, sa production. Et qu'en fait, depuis le début, c'était un podcast pour faire le con que je cherchais à faire. Et pas un podcast pour parler comme un rhétoricien ceinture noire et compagnie. Donc, pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui après vous avoir mis la tête à l'envers pendant une plombe avec mon spectacle qui ne sortira jamais. D'ailleurs, voilà, cet épisode, ce sera mon spectacle comique. Comme ça, je pourrais le rayer de ma to-do. Et j'espère qu'il vous aura diverti. Cet épisode sort des mois après. Des mois après quoi ? Il sort des mois après le précédent. Et cet épisode, messieurs, dames, est officiellement, là c'est bon, c'est sûr, c'est décidé, c'est cool, c'est clair, le dernier épisode de Gambage et Gamberge. C'est-à-dire qu'il vient, pour ceux qui n'ont pas compris, mettre un terme à ce podcast. C'est-à-dire que c'est fini. Je ne sais pas pourquoi je surexplique ce que je viens de dire, qui est quand même assez béabatique comme construction et qui, je pense, est accessible à un enfant de 5 ans. Quand vous lui dites « ça, c'est la fin du film, ça, c'est la fin des coquillettes », l'enfant, il comprend. Vous savez, ça me fait penser aux auteurs de livres qu'on appelle de livres informationnels, des livres de non-fiction, qui ont un concept à vous expliquer incroyable. En général, le concept qu'ils ont à vous expliquer, j'en ai déjà parlé dans des épisodes, mais là, je fais une micro-digression. En général, le concept, c'est pas qu'il est nul, hein. Au contraire, il est parfois très brillant, mais il tient en une phrase. Littéralement, il tient en une phrase. Tac, tac, point A, point B, égale C. Ah ouais, ok, j'avais jamais vu comme ça. J'avais jamais vu ça comme ça. Merci Jean-Jean. Cette fois-ci, c'est Jean-Jean. On a compris. Mais en fait, le problème, c'est que s'ils font ça, ils peuvent faire un tweet, ce qui est cool. Ils peuvent faire un post LinkedIn, ce qui ne sert pas à grand-chose, on va pas se mentir, pour atteindre la postérité. Ils peuvent aller dans 50 podcasts différents, dire 50 fois la même chose. D'ailleurs, ça, c'est un truc sur lequel je regrette de ne pas m'être encore exprimé, mais cette espèce de récurrence quasi mimétique et systématique des gens quand ils sont invités sur des endroits, pour moi, c'est un des derniers gros points faibles des gens intelligents, c'est que, à moins qu'ils défendent vraiment une cause très importante, dans le sens, voilà, on s'en fout de quoi on a l'air, on s'en fout
La cause passe avant tout. Je n'ai pas d'exemple, mais vous comprenez, vraiment, je parle de trucs sérieux. En fait, quand moi, je découvre Jean-Jean dans un podcast, j'entends son message une première fois, je trouve le message pertinent, j'y découvre de la nuance, de la finesse, ses éléments de langage me parlent. Ok. Bah, je vais essayer d'en savoir plus sur le bonhomme, j'adore le gars, ou la nana. J'ai développé de la sympathie. Il y a eu un aboiement là-bas, là. Ouh. Je sais pas si c'est pas un deuxième cheval malinois qui m'attend, mais cette fois-ci sans petit garçon. Et sans laisse, surtout. Ok, je développe de la sympathie, je vais essayer d'en savoir plus. Donc, super, je découvre que la fille ou le mec que je viens de découvrir a tourné un autre épisode que je vais pouvoir aller déguster de ce pas. Et j'arrive dans l'épisode, et même si le style sera différent, le propos sera amené différemment, vous voyez ce que je veux dire, même si tout un tas d'éléments vont changer, le host du podcast ne sera pas le même, bah en fait, il va être dit la même chose. C'est-à-dire qu'il va dire exactement la même chose que dans l'épisode que je viens de regarder. Il va articuler les choses de manière peut-être légèrement différente, et ça, c'est vraiment dans certains cas. La plupart du temps, c'est déballé de la même manière. Et ce qui, moi, va m'insupporter... c'est normal, hein. Ce que je vous dis, c'est normal. Hein. C'est comme quelqu'un qui fait un one-man show. Bah, il joue le même one-man show tous les soirs. Mais le but, c'est que la personne qui vienne le voir, qui est une personne différente tous les soirs, théoriquement, sauf si vraiment il y a des gens bizarres, ou que c'est sa maman ou sa grand-mère qui vient le regarder, le but, c'est que la personne qui vient le voir chaque soir ait l'impression que c'est le premier soir qu'il joue ce spectacle. On a besoin de cette illusion. On a besoin de sentir qu'on est les premiers récipiendaires, entre guillemets, du talent, de l'intelligence de quelqu'un, d'un propos. Sinon, on a l'impression d'être un peu des petites putes à qui on refile de la seconde main. Mais c'est littéral, hein, c'est vrai ce que je vous dis. Ça déclenche chimiquement, en tout cas en moi, et je sais que c'est le cas de plein de gars et de plein de filles que je fréquente. C'est comme quand vous entendez votre pote faire pour la deuxième fois une blague qui vous a faite et qui vous a fait beaucoup rire. Alors que cette blague vous a... Alors s'il vous le refait à vous, il vous la refait à vous en boucle, c'est qu'il est juste con. Mais il n'a pas ce talent social de comprendre qu'une fois qu'on a consommé une cartouche spécifique avec quelqu'un, le talent, c'est de s'en rappeler et d'éviter de la surexposer dans le temps. Ça, c'est un truc dont la plupart des gens n'ont rien à foutre, mais c'est aussi ce qui fait qu'on distingue certains esprits d'autres, alors qu'en fait, il n'y a pas nécessairement plus de talent dans l'un que dans l'autre, c'est juste qu'il y en a un qui sait doser et qui sait à quoi il vous a déjà exposé, donc qui va éviter de créer de la redondance, et donc qui vous aura l'air nettement plus fin et nettement plus habile, alors qu'en fait, l'autre, il est juste amnésique et il vous remet le même truc dans le museau tous les jours. Bref, ne digressons pas trop sur ce pan-là, mais ouais, quand j'entends quelque chose pour la seconde fois, sortir de la même bouche, dans deux cadres et deux contextes différents, déjà, moi, ça m'embête. Alors, ça m'embête, je comprends encore tout à fait pourquoi c'est le cas. Mais ça m'embête un tout petit peu, parce que, en fait, j'apprends rien de nouveau. Mais par contre, ce qui va me trigger, ce qui va vraiment me gratter, c'est de sentir l'effort qui est mis dans la volonté, comment je vais le formuler, dans la volonté de rendre ça naturel. Et pourtant, encore une fois, c'est totalement logique. C'est comme un mec, par exemple, qui vous fait une comparaison sur dans son concept, dans le domaine qu'il défend, dans le chemin de pensée qui l'amène à son modèle, à son idée. Donc c'est son truc, il le répète tout le temps, dès qu'il est en podcast, dès qu'il écrit un livre, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour parler de ça. Et il a trouvé un exemple, il a trouvé une métaphore, une analogie spécifique qui illustre, d'après lui, très bien ce qu'il veut dire. Par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, mais c'est pour vous donner un exemple. Il va vous parler de Warren Buffett, et il se trouve, vous le savez pas, mais Warren Buffett, c'est pas du bullshit, mais c'en est quand même. Mais Warren Buffett, il habite dans la même maison, il a jamais changé de maison de sa vie. Il a juste pimpé la maison. C'est une manière de faire. Plutôt que de déménager et de bouger, faites grossir le palais. Mais voilà, c'est un truc que les gens savent pas, parce qu'ils pensent que comme il est milliardaire, il a 27 maisons dans le monde. Alors je pense qu'il a 27 maisons dans le monde, j'en sais rien, mais je vois pas pourquoi il aurait rien que cette maison. Mais sa maison, son habitation principale, est la même depuis je ne sais combien de décennies. Je ne sais pas ce que ça viendrait appuyer comme modèle, comme chemin de pensée, comme concept, on s'en branle, c'est pas le sujet, mais c'est pour dire. Lui, à chaque fois que quelqu'un comprend pas bien ou qu'il a envie d'un petit peu verrouiller l'explication de son modèle, il fait cette analogie avec Warren Buffett. Il le fait systématiquement, c'est son exemple, c'est dans son bouquin. Ok ?
Mais quand il le fait, il fait semblant que c'est la première fois qu'il trouve l'analogie. Parce que je vous jure que pour quelqu'un qui vraiment ne vous a jamais entendu, ça ajoute de l'épaisseur, ça ajoute de assimilabilité à l'idée. Le fait que vous n'ayez pas l'impression que c'est juste un cours descendant prescripté qui est balancé, shooté pour la millième fois et que vous êtes juste une personne sur la chaîne des héritiers qui n'auront jamais le luxe d'entendre ce son sortir pour la première fois de la bouche du penseur. Je pense que ça dégrade la réceptivité des gens. Et donc, ça, en tout cas, si c'est pas la réceptivité des gens que ça dégrade l'assimilabilité de l'idée. Et donc, il va vous dire, ça fait 27 fois qu'il parle de cette analogie avec Warren Buffett cette semaine. Mais vous, à qui il en parle pour la première fois, il va dire, bah, tu sais, c'est comme, comment il s'appelle là, l'américain qui ressemble au grand-père dans là-haut, dans le film Disney ou Pixar, je sais pas quoi, là-haut, et qui est blindé là, qui est le mania de la bourse. Comment il s'appelle déjà? Et l'autre con qui est en face, il va faire Warren Buffett? Ouais, voilà, Warren Buffett. Bah lui, tu vois, par exemple, j'avais entendu dans un documentaire que il a la même maison que... Voilà, et il vous étale son truc. Vous voyez cette espèce de mascarade, cette espèce d'escroquerie, de fraude, cette pièce de théâtre, pour vous faire entendre qu'en fait, c'est comme si c'était là, oh, ça vient de me venir. Tu vois l'analogie avec Warren Buffett? En fait, je l'avais jamais faite avant. Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est comme quand vous sortez. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, mais dans les films, on voit des mecs sortir des punchlines scriptées qui ont dû être étudiées des heures dans leur tête qui contient 27 neurones, des punchlines de drague, vous savez. Alors moi, j'ai jamais eu quelqu'un dans mon entourage qui fait ça, mais ça existe sûrement. Bah, c'est comme le mec qui sort une punchline de drague, il va forcément faire un effort pour qu'on ait l'impression que c'est la première fois qu'on l'entend. En tout cas, dans ce cas précis, c'est une excellente analogie. Je vous jure, sur mes morts, que je l'ai jamais faite, cette analogie. Lui, en tout cas, s'il met pas les formes, ça va vraiment puer la merde. S'il lâche ça juste comme une punchline de rap, ça va pas être bon. Donc voilà, je sais pas où j'en suis arrivé. Enfin, je sais pas comment. Alors, je sais pas où on est allé avec tout ça, mais je sais pas comment, surtout, j'en suis arrivé là. Mais si vous voyez ce que je veux dire, dites-le moi. Après, on arrive à lutter contre ça. On arrive à lutter contre cette espèce de friction, cette espèce de sensation désagréable que ça provoque chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a des gens que j'écoute en podcast, je connais tellement leur axe, tellement leur contenu, parce que ça veut dire que je l'aime, j'aime ce qu'ils produisent, que quand ils vont dire un truc dans un nouvelle interaction filmée, enregistrée et tout, je peux dire ce qu'ils vont dire. Et ça, c'est un problème. Alors, c'est bien beau de taper sur la gueule des gens qu'on aime. Déjà, ça n'a pas vraiment de sens. Mais ce que je voulais vous dire depuis le début, c'est que le level au-dessus, alors après, le level maximal, c'est quand ce que je vais vous expliquer là est naturel. Mais si ça n'est pas naturel, rien ne vous empêche de le provoquer. Hein. Si vous êtes déjà en train de mettre des formes frauduleuses et des apparats théâtraux à vos débuts de phrase pour faire croire qu'une analogie vient à peine de naître dans votre petit cervelet, c'est que vous n'avez rien contre provoquer les choses et les arranger, les ameubler comme vous voulez. Donc, évidemment, il faut que vous passiez les mêmes messages dans tous les podcasts que vous passez pour défendre votre cause, votre business, votre idée, votre entreprise, etc., votre livre ou mes couilles, je ne sais quoi. Mais s'il vous plaît, préparez, entraînez-vous et préparez de quoi évoquer les mêmes choses avec des manières variées, avec des apartés variés, avec des digressions variées. Varier non seulement le discours, mais aussi varier les supports, varier ce qui va vous servir à soutenir l'idée, varier les anecdotes. Tout ça, il n'y a rien de condamnable à organiser tout ça. Mais croyez-moi, dans la manière que vous aurez de déployer l'intelligence que vous prétendez amener vers le monde, ça en rendra, je vais ressortir pour une dernière fois le mot en espérant, je fais un pari, je me prends pas les pieds dedans cette fois-ci, ça en rendra l'assimilabilité nettement supérieure au reste du monde. Enfin, au reste du monde, au reste. Et je pense que c'est sous-coté. Voilà, je voulais juste dire le mot sous-coté, donc je le dis. Quand on développe de l'intelligence, on doit évidemment être focalisé sur la qualité du fond qu'on vient produire, mais on ne peut pas, et pour moi c'est d'ailleurs une absence, une carence d'intelligence, de négliger la forme de l'intelligence, la forme du propos. Pas du propos dans son sens stylistique, mais dans son sens d'assimilable, d'exploitable, de disponible,
On dit, vous savez, il y a des aliments qui sont biodisponibles et d'autres qui ne sont pas biodisponibles. C'est-à-dire, il y a des aliments, vous les bouffez en vous félicitant parce que vous avez trouvé ce truc-là que personne ne connaît sur un blog de bien-être mes couilles, mais en fait, ce qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'il n'est pas biodisponible, l'aliment. Enfin, le nutriment qui est dedans, il n'est pas biodisponible. C'est-à-dire que l'aliment, il rentre dans votre corps, il traverse tout le système digestif, il ressort sous une forme légèrement altérée, mais zéro bienfait, zéro nutrition, littéral. S'il y a des choses qui sont ou qui ne sont pas biodisponibles, il y a des choses qui sont ou qui ne sont pas, comment on pourrait appeler ça, spirito-disponibles ou cérébro... intellecto mes couilles, enfin je ne sais pas, caboche disponible, ok, brain disponible, brain available, voilà, j'en sais rien, ce sera certainement beaucoup plus simple à nommer à la va-vite en anglais, hein, mais étymologiquement ça sera aussi certainement plus sûr qu'on trouvera un jour une voie très solide pour nommer ça avec une étymologie latine bien solide, pour dire en gros ça deviendra disponible à l'esprit, mais surtout disponible à la compréhension, assimilable, hein, de toute façon, voilà. Il y a un mot qui existe, hein. Mais voilà. C'est super. Donc là, on n'est pas retombé dans un one-man show, mais on est quand même parti dans une large digression. Cet épisode est le dernier de Gambot Gamberge, de ce putain de podcast que j'ai commencé il y a un an, un peu moins d'un an, et qui m'a valu 18 tendinites à chaque bras, à chaque coude, à chaque épaule, mais surtout qui m'a valu beaucoup de retours très 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 agréables, sympathiques, instructifs, parfois critiques et drus, comme on dit, de votre part. Quand je dis votre part, c'est à ceux qui sont plus ou moins là depuis plus ou moins le début, et peu importe d'ailleurs depuis quand vous êtes là, tant que vous avez un jour pris la peine d'interagir avec moi, quelle qu'en soit la manière. D'ailleurs, il y a un truc sur lequel je voulais vous remercier, parce que j'ai eu 2-3 loustiques qui ont voulu bomber le torse, mais qu'on a détendu rapidement, mais en dehors d'eux, il n'y a pas eu trop de soucis. C'est que très vite, vous avez compris que j'avais très peu de disponibilité sur LinkedIn, alors que j'axe 100% de mes contacts sur LinkedIn. En gros, il y a plein de gens, je ne vais pas faire la rosta non plus, mais il y a quand même, depuis un an à peu près, beaucoup de gens qui m'ont contacté sur LinkedIn à cause ou grâce, on ne sait pas trop encore, à ce podcast. Et il y en a plein qui ont reçu une réponse, mais genre 2 mois après. Et jamais parce que j'ai pas le temps, moi et ma vie de rosta, il faut que j'aille signer des autographes au Ritz. Non, c'est juste que je suis absolument pas disponible pour des choses non urgentes sur LinkedIn. Et je suis pas dans votre délire de la mafia de la productivité. Alors, urgente, pas urgente, mais importante, importante en diagonale, mais urgente de manière relative par rapport à la Lune. Non, je suis pas là. Excusez-moi, je viens de me réaliser que je suis en train d'insulter. Enfin, j'insulte pas, mais je suis en train de mettre une pichenette à plein de gars que je connais. C'est plus des gars que des filles d'ailleurs, qui se branlent un peu avec la productivité. En fait, moi, ce que j'adore avec ça, c'est qu'il y en a certainement qui sont des vrais, hein, des real, des OG de la productivité et qu'on n'entend jamais nulle part parce comme ils ont des ceintures noires en productivité, ils ont autre chose à foutre que de parler de productivité. Ce qui est dans le fond extrêmement logique mathématiquement. Mais par contre, franchement, c'est pas une blague. Quasi 100% des gens que je connais qui se touchent avec la productivité sur LinkedIn, sur les réseaux, dans leurs vidéos, de ce que vous voulez, machin, que je connais vraiment, hein. Dans la vraie vie, je vais vous donner le pourcentage brut de productivité qu'il y a dans leur vraie routine. Le pourcentage, c'est the B%. C'est-à-dire que ce sont des fraudes, mais d'une monumentalité. Ça fait mal à la tête. Mais ça fait partie d'un branding, ça fait partie d'une communication, d'une histoire, d'une légende, d'un storytelling. Et au final, la plupart d'ailleurs que je connais se sont intéressés à la productivité. On commençait à en parler de la productivité en s'intéressant à la productivité, en apprenant cette discipline et donc en communiquant dessus pour assimiler encore plus. Et ça, c'est une excellente manière de faire, hein. En général, on crée le meilleur contenu, c'est celui qui est créé sur le sujet dans lequel on veut apprendre. En tout cas, c'est ce que moi, je ressens et que la plupart des consommateurs de contenu qui consomment de contenu pour autre chose que se divertir, mais consomment de contenu à des fins de découvrir, à des fins d'apprendre, à des fins de je sais pas moi, c'est pas dire que s'instruire et le reste, c'est de la merde, mais le contenu qui est 100% que du divertissement, c'est une vraie discipline, hein. C'est extrêmement dur, est-ce que vous voulez, mais c'est pas du tout les mêmes lois et c'est pas du tout les mêmes problèmes. Mais
entre quelqu'un qui est un expert absolu, qui n'a plus rien à apprendre dans un domaine et qui va créer du contenu sur ce domaine, et quelqu'un qui n'est, alors pas du tout un expert, mais qui est quand même un peu plus devant, on va dire, les 80% de la population qui connaît que dalle à la discipline et qui veut push, qui veut avancer sur cette voie-là et apprendre de plus en plus, bah, la deuxième personne créera un contenu nécessairement d'une meilleure qualité, encore une fois d'une meilleure certainement assimilabilité, sans jargon, alors évidemment qui sera blindé d'erreurs, de maladresse, de syndrome Dunning-Kruger en pensant que c'est... Il sera dans la courbe de l'apprentissage. Par contre, la puissance, je pense, hein, la qualité des propos sera nettement... Quand je dis qualité, c'est pas qualité linguistique ou qualité d'exactitude ou quoi, mais vraiment, ce sera un autre kiff de regarder ce contenu-là plutôt que celui de la première personne qui sera une espèce de notice. Et même si le personnage est adorable, attachant ou quoi, c'est rarissime que des surexperts, c'est-à-dire des huitièmes dan, ceinture noire huitième dan de leur discipline, créent de l'excellent contenu. Ils peuvent créer des contenus cool, mais ils se feront toujours décoiffer, ce qui est assez paradoxal, par les gens qui créeront du contenu pour apprendre cette discipline, en tout cas l'apprendre plus que ce qu'ils n'en savent déjà. Pourquoi je digresse là-dessus ? Merde. Si je parlais de la productivité, ouais, voilà. Et donc, la plupart des mecs que je connais qui sont dans la productivité, en fait, ils ont commencé comme ça, en voulant apprendre. Et comme ils ont vachement imprimé sans trop réfléchir, d'ailleurs, on réfléchit rarement à ce qu'on imprime volontairement dans notre branding, dans notre marque personnelle, ils ont vachement imprimé cet ADN, productivité, les habits atomics, je sais pas quoi. Les mecs, ils ont des noms entre eux. Alors, évidemment, ils parlent de 3 bouquins qui existent sur le sujet, qui disent 800 fois la même chose sur les 400 pages. Ça rejoint d'ailleurs tout à fait la catégorie des livres que je vous disais, un auteur... Non, mais en fait, c'est un truc que je voulais dire et que j'ai fini par pas dire. Mais en gros, il y a des livres qui pourraient être résumés en un tweet, mais c'est quand je disais le podcast est fini, vous savez, je tourne en rond en vous disant c'est le dernier épisode. C'est-à-dire qu'après cet épisode, il n'y en aura plus d'autres. Ça veut dire que cet épisode, c'est la finalité c'est la fin du podcast. Et je disais pourquoi je répète 50 fois la même chose. Il y a des livres qui pourraient être... Enfin, dont le sujet, le concept est écrivable en un tweet, mais que les auteurs, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour aller promouvoir leur concept que d'en faire une œuvre un peu écrite avec des pages, et qu'on ne sort pas un livre de 1 page, mais vraiment on devrait. Le mec a les couilles de sortir un livre de 1 page, alors évidemment il ne fera pas de vente, mais il est honnête intellectuellement. Il est honnête. Mais donc comme ils peuvent pas faire ça et que de toute façon personne ne les signera pour sortir un livre de 1 page, eh ben ils écrivent un livre de 350 pages, mais sauf qu'en fait il y en a 349 qui servent à rien. Alors ils nous foutent des marges de 27 cm de partout, 18 préfaces, 50 index, 40 témoignages et 28 épilogues, et des images qui servent à rien. Mais même comme ça, même avec tout ça, il faut quand même meubler un petit peu, et il faut quand même avoir des choses à écrire. Et donc ils écrivent 50 fois la même chose en le disant différemment. Prenez votre premier bouquin non-fiction informationnel de niveau normal, hein. Évidemment, il y a des cas à part, il y a des gens qui sont des génies, puis il y a des gens qui en fait ont des putains de potentiel littéraire et qui s'en sont jamais servis parce qu'ils sont dans la productivité, dans la pêche à la ligne, ou je sais pas dans quoi. Et du coup, cet exercice qui vient faire l'intersection imprévue de 2 qualités qui sont dans la panoplie de la personne dont on parle, ça fait une petite étincelle et ça fait un super truc. Mais prenez votre livre informationnel, ce que vous voulez, les mecs, ils vous répètent 50 000 fois la même chose pour vous l'expliquer. Putain, je sais toujours pas pourquoi je fais ça. Oui, donc comme ils faisaient ça, mes potes là qui ont découvert la productivité, qui ont voulu apprendre la productivité, donc on fait du contenu, ils l'ont vachement imprimé dans leur branding et c'est devenu une partie importante de leur ADN. Et du coup, ils en sont maintenant dépendants. Et donc, ils continuent à raconter à leurs audiences qui n'ont rien à foutre, qui se posent pas la question et qui en auraient d'ailleurs rien à carrer si elles apprenaient qu'en fait, finalement, la productivité, ils n'en ont plus rien à foutre. Ils racontent à leurs audiences qu'ils sont toujours à fond dans leur mécouille de matrice de Eisenhower, pas Eisenhower, urgent, pas urgent, dos à la mer, je sais rien. Alors, il y a des trucs, il y a des concepts, il y a des choses dont on peut se saisir un petit peu de temps en temps pour comprendre. Dire que quelque chose est urgent mais pas important, c'est différent de dire que quelque chose est important mais pas urgent. Merci, fin, on referme le livre et on n'a pas besoin de se prendre la tête 18 ans pour comprendre ça. Mais est-ce qu'on va aller vraiment dans la vraie vie ? Parce que moi, je sais qu'ils font pas ça, frérot. Ils font pas ça parce que déjà, là, cette année, ils ont eu des jumeaux, donc ils sont en train de torcher et d'essayer d'avoir 1 heure de sommeil qualitatif par nuit, ce qui est déjà un miracle. Ils vont pas prendre leurs petites feuilles qu'ils vont couper en 4, enfin, qui vont scinder en 4 avec 2 traits bien tracés au feutre, qui utilisent des feutres quand on est adulte, entre guillemets, je plaisante. Écrivez au stylo plume, merci.
Oh merde. Ah, vous m'excuserez, je vous ai fait faire une petite cascade, dis donc. Ils vont pas aller faire ces 2 petits traits sur leur feuille et dire alors cette semaine, alors qu'est-ce que j'ai de urgent, pas important. Alors déjà urgent, pas important, c'est rare. Hein. Je sais pas si vous voyez urgent mais pas important. J'arriverai même pas à trouver un exemple. Urgent, pas important, ok. Dire je t'aime, voilà, super. Mais alors important et pas urgent. Ça, y en a un. Et puis, alors, important plus urgent, ça, c'est le jackpot. Et puis, pas important, pas urgent, c'est dire à Marie-Jocelyne, qui est votre voisine et qui vous invite pour la 20e fois consécutive à son putain de brunch des voisins de mes couilles, qu'elle organise tous les 2 ans, pas tous les ans, tous les 2 ans, et auquel vous n'êtes jamais venu, parce que vous ne voulez pas vous mélanger avec vos voisins, parce que vous n'aimez pas vos voisins, parce que Marie-Élise, elle vous a emprunté un batteur plongeant, un batteur plongeant électrique de la marque Moonnex, et elle vous l'a jamais rendu, ce putain de batteur électrique. Mais vous, comme vous n'avez pas les couilles à lui demander de vous mettre en froid avec elle, parce que vous la croisez tous les jours dans votre putain d'escalier, ça fait 4 ans que ça dure, mais du coup, comme vous voulez pas vous mélanger à vos voisins, vous n'avez jamais accepté l'invitation qu'elle vous fout dans votre boîte aux lettres en plus. Marie-Élise, parce qu'elle adore faire ses propres designs sur Canva, pour vous inviter à son putain de brunch des voisins à thème, parce que c'est un brunch à thème. On n'a que ça à foutre. Okay, si j'ai envie de bouffer du saumon, des petits lus et une tranche de bœuf séché en même temps en buvant du café, j'ai pas besoin de me déguiser, tu vois. Bref. Répondre à Marie-Élise que vous n'allez pas venir parce que vous avez quand même un minimum de correction et qu'elle a besoin de savoir à peu près sur quel nombre de convives elle doit se baser pour préparer toute cette merde. Qui au demeurant distrait vachement tout le monde, hein, qui ça doit certainement être super d'aller au brunch à thème de Marie-Élise, moi j'y vais jamais, mais ça c'est pas important et c'est pas urgent vous voyez, de lui répondre, surtout si genre vous êtes père de famille, patron d'une entreprise de 60 salariés qui va se faire redresser fiscalement cette année. Vous voyez la petite réponse au coupon d'invitation de Marie-Élise. Dans la matrice d'Eisenhower par rapport à l'alignement du méridien et de la longitude, on s'en bat les couilles. En fait, on pourrait répondre à la case ça, on s'en bat les couilles. Voilà, hop, point, bat les couilles. Donc, moi aussi j'ai des hacks de productivité, hein, mais ça fait longtemps. Et ce que je veux dire, voilà, c'est que les 3/4 des mecs que je connais, pas les 3/4, parce que là je suis passé de 100% aux 3/4, petite escroquerie. Non, tous les mecs que je connais qui sont des pseudos, alors pas des gourous, mais qui sont des quasi-militants sur LinkedIn et compagnie, là, de la productivité, je vous garantis qu'ils sont plus du tout productifs. Ils sont juste des employés, en fait. Parce qu'en fait, l'output de ça, c'est que vous dites, les mecs, ils sont forcément productifs, ils postent 20 fois par semaine. Si c'est pas la preuve, en fait, frérot, il y a d'autres manières de poster 20 fois par semaine que d'être productif. Pourquoi on parlait de la productivité ? On parlait du fait que je remerciais les gens pour leur compréhension et leur tolérance du fait que moi qui ne suis pas un gourou de la productivité, comme vous l'avez certainement remarqué, et je l'assume, et c'est pas grave, je peux faire un octogone avec n'importe quel mec qui... De toute façon, à partir d'un moment où un mec prône la productivité sur LinkedIn tous les jours, il peut pas faire des octogones. Théoriquement, c'est mathématiquement impossible. Mais on sait jamais. Je plaisante, hein. La violence ne sert à rien, et pas que pendant les vacances, d'accord ? Donc... pour ceux à qui j'ai répondu 8 ans après et qui ont absolument pas pris ça personnellement ou quoi, enfin en tout cas tous les gens qui sont venus interagir avec moi, à part je vous dis 1 ou 2 loustiques au tout début et qui avaient à mon avis des petits problèmes à gérer, il n'y avait pas d'ego et les gens étaient ravis que je leur réponde quand je pouvais. Alors il y en a, ils m'envoyaient juste coucou, c'est pour te dire j'adore ton podcast, merci, à la prochaine. Bon c'est pas très compliqué de dire merci, à la prochaine. Par contre, il y en a qui ont pris la peine de m'envoyer des paftards sa mère. Alors, c'est pas que je veux pas, mais un paftard sa mère, ça se lit, surtout quand on connaît les capacités cognitives que je connais, ça se lit avec du temps, surtout si dedans il y a des questions, il y a de la réflexion, il y a besoin de reprendre un petit peu un sujet que j'ai oublié parce que ça parle d'un épisode il y a 3 mois, et que j'ai envie d'amener une réponse qualitative, etc. etc. Donc, merci pour ça, parce qu'il y a eu quand même des retours. Alors évidemment, ce podcast-là, je ne l'ai pas fait pour devenir une rockstar de la discipline. Hein. De toute façon, ça, c'était foutu d'avance.
Mais ça m'a apporté quand même beaucoup. Ça m'a permis de me vider un petit peu l'esprit qui était un peu trop saturé, un peu trop rempli. Cependant, après avoir mûrement réfléchi, que je vous apprends encore quelque chose, c'est quand on réfléchit en s'appuyant contre un mur. Faites-le littéralement, vous verrez, réfléchissez. Maintenant, levez-vous, allez vous mettre contre un mur, la tête contre un mur comme ça, en pression légère sur l'avant du front, et réfléchissez à la même chose, vous allez voir. Vous allez arriver beaucoup plus vite à une décision. Pardon, je suis retombé dans mon troll. Mais après avoir mûrement réfléchi, même si j'ai beaucoup aimé ce podcast et que j'ai beaucoup aimé le faire, à certains moments moins que d'autres, mais ça, pour le coup, j'ai été transparent avec vous, mais ça, vous savez que c'est naturel dans tous les projets. J'ai plus nécessairement l'envie de le continuer. Et c'était une œuvre tranquille, frérot. C'était un projet, voilà, que je laissais. Attendez, je vais changer de bras, mais sans couper. Ça va être incroyable. Hop, hop, et voilà. C'était un projet que je laissais un petit peu lâchement ouvert, en me disant ouais, mais bientôt je vais le reprendre. Je vais refaire plein d'épisodes, ça va être génial. Je vais passer chez Oprah Winfrey. Enfin, tout ce qu'on se dit quand on a un podcast qu'on laisse un peu mourir. En plus, ce qui me faisait mal, c'est que j'avais atteint. Ça, il y a la stat qui dit les stats sont pas bonnes. 10% des podcasts n'atteignent pas le 3e épisode. Enfin, s'arrêtent après le 3e épisode. Et dans ces 10 et dans les non, pardon. Oula. 10% seulement des podcasts dépassent le 3e épisode. Voilà, c'est mieux. Et dans ces 10%, 10% de ces 10% seulement ne s'arrêteront pas après le 20e épisode. Et moi, ce qui me faisait mal au cul, c'est que là, en gros, je m'étais arrêté un peu juste après le 20e épisode. Et j'avais un peu la sensation d'être une petite merde qui se fait bifler par la stat. C'est en mode, tu n'es qu'un faible que la stat terrasse, tu vois. On s'en fout, quelque part. Et puis, de toute façon, je connais pas le degré d'alcoolémie de la personne qui a sorti cette stat, mais l'important, c'était d'y mettre un terme, pas parce que il faut aller au bout des choses et il faut finir ce qu'on a commencé, mais un peu quand même. Il y a un peu de ça quand même. Il y a un peu en fait, si je le laisse ouvert, mais que c'est pas sincèrement pour le poursuivre, c'est une douille monumentale en fait. C'est une douille alors pour vous, mais vous, je pense que vous vous en carrez comme de beaucoup d'autres choses dans la vie. Mais par contre, pour moi, c'est un peu un prétexte de dire non, mais c'est toujours en cours. J'ai toujours un podcast de machin, de mes trucs. Non. Là, avec cet épisode-là qui sonne le glas, qui sonne la fin, c'est fini. Il y aura toujours Gambas des Gamberges sur Internet, sauf si un jour ça saute pour X raison, indépendant de ma volonté. Je me battrai pas corps et âme pour le remettre en ligne, parce que ça n'apporte quand même à l'humanité que des choses assez relatives, mais ce sera toujours disponible, ça restera là. Ça n'a jamais eu une ambition de prendre de l'ampleur. Il y aura peut-être des choses après, mais en tout cas, ça, ce sera fini. Et en fait, c'est important que ce soit fini. Pas dans le sens « Ah, on est soulagé ». Ça commençait à nous casser les couilles de plus sentir mes bras tous les X dimanche matin parce que j'allais enregistrer. Mais il y a un peu de ça quand même aussi. Moi, je prends plus spécialement de plaisir à organiser le fait de pratiquer régulièrement la production de ce podcast. Regarde, là, je suis sorti ce matin. J'avais prévu, j'ai décidé il y a 3 jours d'aller le faire cet épisode. Et dire, allez, dimanche, là j'étais un peu chargé cette semaine, mais dimanche, j'y vais. Et je me suis même dit, alors ça, je sais pas si je vais pouvoir, mais tu le sors dans la journée, ou en tout cas lundi. Peut-être que je le sortirai demain. Mais genre, en gros, vraiment, c'est indépendamment des mawashigiri techniques que la vie pourrait me mettre, et auxquels, vous le savez, on est un peu abonné sur ce podcast. Indépendamment de tout ça, tu le sors right away, quoi. Tu vois, il n'y a pas de « Ah ouais, mais je vais réfléchir, mes couilles, machin ». Et des fois, on se retrouve avec des épisodes qui sortent en dehors, encore une fois, des imprévus, qui sortent des semaines après avoir été enregistrés, qui sont plus d'actualité, qui veulent plus rien dire, qui sont plus dans le bon ordre, etc. Donc, pourquoi ? C'est pour mettre un terme. C'est en mode, bon voilà, ça y est, c'est Gambas des Gamberges, ça sera une suite. Je sais même pas de combien d'épisodes. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas foutu les pieds sur ce sujet-là et que j'ai même pas regardé la chaîne ou quoi que ce soit. Je sais même pas combien il y a d'épisodes, j'ai oublié. Et de toute façon, tout va très bien. C'est-à-dire que l'humanité va supporter l'arrêt de ce podcast, j'en suis certain. Enfin, j'espère, parce que sinon, c'est que quand même. Ça veut pas dire que moi, je vais plus rien faire, mais en tous les cas, cet exercice, je pense que je suis un des seuls à l'avoir pratiqué. Ça me fait pas vibrer plus que ça, mais quand je dis un des seuls, c'est pas pour dire il y a que moi.
C'est pour dire, je sais pourquoi je prends la décision, pas parce que j'ai entendu un Jean-Guy, expert du podcast en forêt au stabilisateur, me dire que ça va bien 5 minutes mais ça casse les couilles, c'est parce que je l'ai pratiqué moi et j'ai pris la décision sur une réelle expérience qui dépasse la 20aine d'épisodes, des épisodes qui font tous plus d'1 heure, etc., et que vous avez connu pour les vrais fidèles, les vrais aficionados, vous avez traversé avec moi les petits aléas techniques qu'on s'est pris dans le museau et qui ont fait que y a eu des moments où c'était vraiment extrêmement chiant à produire. Putain, là, je suis encerclé par des armées de VTT, sa mère. Je sais, vous avez peut-être cramé pour ceux qui sont attentifs que je fais des demi-tours. Depuis tout à l'heure, je suis sur le même chemin de 50 mètres et je fais des demi-tours en fait parce que j'arrive là-bas, hop, il y a 25 VTT. Ensuite, je me tourne, hop, il y en a 18. L'objectif de ce podcast à la base, c'était de profiter de la fenêtre de tir que m'offraient mes marches matinales de tous les week-ends pour vider un peu mon esprit que j'avais du mal à vider autrement. Entre aujourd'hui, qui va être donc le dernier épisode, c'est pas du bluff, hein, pour ceux qui pleurent derrière leur écran en espérant que j'ai menti, je suis navré, ça n'est pas du bluff. Je sais que personne ne pleure derrière son écran, mais rassurez-moi quand même en commentaire. Entre aujourd'hui, qui marque la fin de cette histoire, et le début de cette histoire, le jour où j'ai tourné le premier épisode, à l'arrache, je m'en souviens très bien. D'ailleurs, cet épisode, le tout premier, s'appelle Chaos technique. Chaos, C-H-A-O-S. Et j'ai sous-estimé à quel point c'était prémonitoire sur la suite, entre guillemets. Mais ça m'a toujours beaucoup fait rire d'avoir involontairement appelé cet épisode Chaos technique. Enfin, volontairement, je l'ai appelé à l'époque, mais je savais pas que j'étais en train d'écrire mon avenir en écrivant ça. Attention à la loi de l'attraction de l'univers. Tout ce que vous dites et manifestez va vous arriver. Frérot, on a essayé, il y a des choses, ça marche moins bien que d'autres. Entre ce jour, donc, qui marque la fin du podcast aujourd'hui, et le jour où j'ai commencé, les choses ont changé. Mon emploi du temps n'est plus le même. Mon emploi du temps, ça fait un peu mec qui est en première année de licence, mais ce que je veux dire, c'est que ma vie n'est plus du tout la même. Elle a évolué. Alors rassurez-vous, je fais toujours du sport, de la marche, plein de choses super. Je travaille plus du tout de la même manière. J'ai été beaucoup bousculé, c'est un grand mot, mais j'ai beaucoup été altéré de manière positive par tous les gens que j'ai rencontrés. Et parfois, je vous en ai fait part, mais parfois non. Il y a des choses que je n'ai pas étalées ici. Et donc, en fait, là, aujourd'hui, si je viens pour enregistrer le podcast, c'est... je m'en fous de mêler la marche à vider mon esprit, etc. C'est vraiment, je viens pour le faire. Alors qu'au départ, il y avait cette espèce de... Peut-être que c'était un prétexte frauduleux que j'avais réussi à insinuer dans mon propre esprit pour l'arnaquer, entre guillemets, mais le convaincre de le faire. C'était de dire, non mais de toute façon, on profite d'une fenêtre de tir, on profite d'un compartiment de temps qui de toute façon va être dépensé à faire ça à marcher. Donc autant, en plus de marcher, tenir un iPhone et des micros et se vider l'esprit, ça te fera du bien. Et au début, c'était vraiment réel, hein, ça faisait du bien, c'était intéressant. Et puis, c'est toujours marrant de commencer un projet et de s'y tenir. Aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai toujours besoin de beaucoup vider mon esprit de manière de plus en plus qualitative parce que j'ai avancé sur cette voie-là. Et ça, je regrette par contre pour le coup d'avoir fait si peu d'épisodes qui parlaient plus de ça. Mais surtout les derniers mois. Donc de toute façon, ça aura été dans une période où j'ai pas fait d'épisode du tout. Donc vous pouvez pas vraiment savoir, mais il y a vraiment eu des changements massifs. Je marche toujours, je vous rassure, mais je marche plus nécessairement le week-end, le matin à la place de l'entraînement. J'ai changé ma discipline d'entraînement. J'ai dû faire face, pour ceux qui suivent un petit peu sur LinkedIn parfois, à des accidents et à des overdoses d'entraînement, etc. Donc qui m'ont un peu obligé à remettre en question certaines organisations. Donc aujourd'hui, je suis plus organisé de la même manière, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de pertinence dans cette histoire de ouais, mais le week-end, il essaye de s'empêcher d'aller s'entraîner, donc il part très tôt le matin marcher en forêt. Donc pendant la forêt, il peut parler, etc. Machin. Là, c'est plus, ça m'arrive toujours de le faire, mais je le fais plus de cette manière-là. J'y vais vraiment pour penser. Alors voilà, ça me permet de finir et de vous laisser sur ce sujet important. C'est qu'en fait, c'était pas vraiment vider mon esprit que je voulais, même si en réalité, ça m'a permis de le faire et je serais un mytho si je vous disais que c'est pas ce que je recherchais.
Je voulais vider mon esprit, ça c'est indéniable. Mais en fait, ce qui m'intéressait avant tout, c'était de penser. Alors, et Jean-Guy fatigué, ils vont me dire c'est la même chose. Pas du tout. Enfin, oui et non, mais plus non que oui. Penser, c'est très différent que de s'exprimer. Même si on peut éventuellement, attention, peut-être que je vais laisser des indices sur ce qui va se passer après, peut-être qu'on est en mesure, et surtout les Mongoliens, enfin les mecs un peu bizarres comme moi, de penser tout haut. Ça a un nom, penser tout haut, mais malheureusement, alors c'est peut-être aussi moi qui ai péché dans la manière de le faire, mais c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire avec le podcast autant que je le pensais. Bien au contraire d'ailleurs, c'est devenu très vite beaucoup plus narratif que pensif, mais je suis pas sûr du mot là. C'est devenu beaucoup plus narratif que réflexif. Il faudra m'aider, j'ai pas le bon terme. Mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc, même si c'était toujours un plaisir, même si ça me permettait de vous tenir au courant, et même si évidemment ce serait mentir que de dire que ça ne m'a jamais aidé à accompagner ma réflexion et à réfléchir en direct ou quoi. Et ça a été le cas, hein, vous l'avez vu de vos propres yeux. Mais ça n'était pas aussi évident et ça n'était pas aussi profond. C'est pas profond le mot, mais ça n'était pas aussi puissant que ce que je m'attendais. Que ce à quoi je m'attendais. Alors en fait, on peut dire oui, mais peut-être aussi t'as un petit peu surattendu et qu'en fait, oui, c'est pas si c'était évident que t'allais pas matcher tes attentes. Mais les attentes que j'avais, elles étaient simples et elles étaient basées sur la réalité. Elles étaient basées sur la réalité de ce que je pouvais éprouver quand je le faisais sans faire le podcast. C'est-à-dire quand je marchais tout seul et que je cogitais, ou que je marche... moi, ce qui m'arrive, là où je pense le plus fort, en général, c'est quand je marche avec quelqu'un et qui accepte, il n'y a pas de deal au départ, mais qui prend très vite cette posture d'écoute et de remettre des pièces dans la machine le plus possible pour m'aider à aller au bout des raisonnements ou de m'amener des raisonnements complémentaires. Hein. Il y a des gens avec qui on a vraiment cette espèce de truc de flow mutuel et d'autres où c'est beaucoup moins évident parce qu'eux, ils sont beaucoup moins dans l'expression que dans l'écoute, mais ils sont d'excellents engrais, entre guillemets, ils sont d'excellents amplificateurs de flow et de réflexion. Mais toutes ces énormes phases de réflexion, de pensée que moi j'ai pu éprouver en faisant ça, notamment en marchant, mais pas que. C'était ça que je recherchais, c'était ces ampleurs-là, c'était ces attentes-là que j'avais, c'était pas des trucs démesurés, idéalisés, fantasmés. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on tient un stabilisateur, quand on tient un micro, quand on regarde où on met les pieds, quand on croise 18 VTT par jour, enfin par minute, tout ça, c'est un petit peu se mettre une balle dans le pied avant d'avoir commencé à marcher. Et je le savais, et puis comme vous l'avez certainement ressenti dans tous les épisodes, plus ça allait, plus ça devenait une réalité. Donc, la vraie finalité de ce podcast-là, qui au départ était de penser, elle n'a pas été atteinte, mais en revanche, une nouvelle finalité est apparue avec le temps, et la finalité, c'était d'être en mesure de pratiquer la production, aussi complexe et chronophage et un peu délicate soit-elle, d'un podcast embarqué, entre guillemets, audio, vidéo en forêt. Et ça, je suis assez content d'avoir laissé ce petit truc-là. C'est une originalité, c'est pas un truc, comme je vous dis, c'est pas une œuvre, c'est pas un accomplissement, c'est pas un diplôme. C'est juste un truc qu'on a fait, que j'ai fait avec vous, qui m'a fait rire à faire, qui m'a permis aussi de... Quand je le faisais, et plus ça allait, plus je le faisais de manière parcimonieuse, mais dans les moments où je le faisais, comme aujourd'hui, hein, comme là, je sais très bien quand je vais y rentrer, je me dis, putain, c'était quand même cool ou quoi. Ça m'a ramené à... Voilà, ça m'a permis de me ramener de temps en temps aussi à mes compétences qui sont variées un peu dans tout ce qui va être créatif et dire, c'est quand même cool, tu vois. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus, mais j'étais très content de faire ça avec vous. Je sais plus combien il y a de gens qui suivent sur YouTube, pas sur YouTube. J'étais tellement hors des métriques avec ce truc-là que c'est pas ça qui m'a drivé. Par contre, je suis pas en train de vous dire que je vais partir sur Tatooine et que vous allez plus jamais me retrouver et que je vais plus jamais m'exprimer. Bien au contraire. Plus ça va, moins j'ai besoin de me vider l'esprit. Plus je comprends qu'en réalité, c'est ce que je vais dire là, j'ai mis du temps à le réaliser. Et je suis pas jeune, les gars. Enfin, évidemment, j'ai un peu plus la vie devant moi que des anciens de 80 piges, mais je suis pas jeune, donc c'est pas une réalisation incroyablement précoce, mais
j'ai compris récemment, et j'essaierai d'expliquer pourquoi, mais là, j'ai pas le temps, dans le sens réel du terme. J'ai compris récemment que parfois, c'est même pas parfois, je pense que c'est tout le temps, mais il y a des gens qui sont peut-être pas prêts à entendre ça. Bon, après, rien de scandaleux, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas disposés à ça. C'est que parfois, le meilleur moyen de vider son esprit, c'est de le remplir. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, on ne veut jamais vider son esprit, même si on prétend qu'on veut. On veut vider son esprit de quelque chose. C'est comme si, vous savez, à une certaine ère scientifique, on considérait que le vide n'existait pas. Il y avait forcément quelque chose. Et que le vide en soi lui-même était quelque chose. Mais imaginez qu'un esprit, c'est pareil. Eh ben, je pense qu'on ne peut pas vider un esprit. À part peut-être, avec de très regrettables maladies, séquelles, commotions, drogue dure, torture et autres joyeusetés. Je pense que naturellement, par la volonté de la pensée, on ne videra jamais un esprit. Même si vous parlez pendant 1000 heures d'affilée, vous n'aurez jamais vidé votre esprit. En revanche, vous pouvez, je pense, insérer quelque chose dans votre esprit qui, s'il est inséré de la bonne manière, alors là, je suis en plein dans ça en ce moment à réfléchir là-dessus, si c'est inséré de la bonne manière et que vous avez la machine qui fonctionne correctement, sera obligé de pousser autre chose, de faire s'extraire autre chose. Il y a un peu comme vous avez compris, quoi. Une pièce qui viendrait faire sortir une autre pièce à l'autre bout. Voilà, donc je pense que le meilleur moyen on va la finir celle-là. Le meilleur moyen de vider son esprit, c'est de le remplir. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça change complètement l'attention du contrôle, donc l'attention de ce sur quoi on a un pseudo-contrôle. On croit savoir de quoi on voudrait vider notre esprit, c'est ce qu'on voudrait faire évacuer, mais c'est très dur, voire impossible de le faire volontairement. Donc en fait, c'est une sorte d'illusion qui est presque une insulte au stoïcisme de se dire qu'on va vider nous-mêmes volontairement notre esprit de quelque chose. Mais si on reprend cet aphorisme de vider en remplissant, on oublie complètement de poser les yeux sur ce qu'on veut vider, ce qu'on veut faire sortir. Et là, par contre, on pose les yeux et l'attention sur quelque chose de concrètement maîtrisable. Alors, maîtrisable dans une certaine relativité, mais réellement maîtrisable par le choix et par le choix de tout ce qu'on va faire pour s'en saisir. C'est ce avec quoi on va remplir, en fait, le sujet, le thème, c'est pas un bon mot, mais ce avec quoi on va remplir notre esprit, c'est quelque chose qui, d'un point de vue stoïcien, est à notre portée de contrôle, à notre portée de maîtrise. Même si, encore une fois, on ne va pas forcément l'assimiler comme on le souhaite, on va tomber sur des trucs, mais voilà. Donc c'est une espèce de manière, peut-être que c'était ça le but du podcast, je ne sais pas. Peut-être que tout ça, ça m'a servi juste à comprendre ça. Alors, ce que je viens de vous dire, ce qui me fait de la peine, entre guillemets, je ne suis pas en train de chialer la nuit non plus, c'est que la manière dont je le dis, je me rends bien compte que c'est pas non plus transcendantal, le bordel. Voilà, c'est comme si je vous ai dit, vous saviez que le M de McDo, en fait, c'est des arches que les vrais fondateurs historiques avaient fait au-dessus de leur vrai diner, et c'était pas du tout un M, mais du coup, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas de cet acabit-là pour moi, en tout cas. Même si, à entendre dans ma bouche, en m'écoutant sur cet épisode final, ça peut faire cet effet chez vous, et j'en suis désolé, mais moi, quand j'ai fait cette réalisation, et un jour je parlerai de comment j'ai fait cette réalisation, par accident, du coup, ça m'a mis une petite claque. Pas non plus vous raconter que j'étais au sol, je pleurais, et en même temps... non. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'était peut-être ça le but de ce podcast. Peut-être qu'il m'aura fallu tous ces épisodes pour comprendre que je n'aspire pas, malgré ma volonté de me convaincre d'autres choses, je n'aspire pas à vider mon esprit. Je travaille même plutôt sur maintenant le fait d'être heureux et fier que mon esprit soit rempli de quelque chose. Et autant j'ai toujours été drastiquement discipliné, très peu souple et tolérant avec les choses que je faisais entrer dans mon corps, entre guillemets, et dans mon quotidien, à savoir l'alimentation, le sport, les substances et compagnie.
Et voilà, j'ai pas décidé, mais ça paraît évident maintenant pour moi de me dire que je vais étendre cette drasticité, cette exigence et ce potentiel challenge, cet honneur, entre guillemets, dans la hauteur des points, des sujets, des domaines, des disciplines, des expertises, des connaissances, du savoir, des informations, des anecdotes que je vais faire rentrer dans mon esprit. Et en fait, plus ça va, plus je me rends compte à quel point je suis pas du tout dans le machin énergie, mes couilles, machin. Je suis pas en train de vous parler de ça. Je vous parle de l'esprit en termes connaissance, savoir, culture, raisonnement, logique, intelligence, pensée, quoi. Idées, concepts et compagnie. Et en fait, on s'attarde pas vraiment dessus dans mon monde parce qu'on a peu le temps de le faire et parce qu'on met beaucoup d'efforts à se convaincre qu'on est véritablement pas fait pour ça. Et parce qu'on vit, même si on se raconte un peu l'inverse, on vit dans une pseudo-dictature un peu dissimulée de l'exécution, ça j'en ai déjà parlé. Et donc voilà, ravi d'être arrivé à cette conclusion avec vous. C'est la fin. Je vais pas m'étendre ici sur « Ok, alors il va se passer ça, le 16 à 18h12, je vais sortir... » Non, parce qu'en fait, à chaque fois, il se passe quelque chose. Là, dans ce podcast, j'ai déjà parlé du fait de sortir un podcast sur les écrits de Paul Graham, traduits en français et enregistrés, sur des trucs sur Naval, etc. Alors, vous savez, pour ceux qui ont suivi, voilà, il y a eu de la perte matérielle et de la perte de stockage qui font que y a des projets qui avaient été très joliment initiés et qui avaient demandé énormément de temps de travail à être initiés, qui se sont écroulés. Et puis après, avec les aléas géographiques de mes projets en cours, j'ai pas eu la foi, pour être très honnête, de tout relancer comme si de rien n'était. Ça casse les couilles quand vous avez passé des heures, pour dire vraiment des jours, à traduire littérairement quelque chose plutôt que de balancer dans le chat GPT, à l'enregistrer un machin articulé et que bref... plutôt que de tout sortir au fur et à mesure, vous avez voulu attendre pour faire quelque chose de quali et que finalement tout ça disparaît, ça fait mal et c'est pas évident quand on a besoin d'aller trouver du chiffre d'affaires et gérer les imprévus, etc. Tout en maintenant sa discipline, etc. C'est pas pour trouver des excuses, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y a des projets qu'on recommence dans la foulée parce que c'est les projets de notre vie, parce qu'on prend le seum de les avoir vus disparaître, mais il y a des projets, on se dit, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, donc je vais pas trop m'étendre, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que j'ai donné la réponse dans ce que je viens de vous expliquer, de ce que je vais faire à partir de maintenant, parce qu'il est hors de question que j'arrête de penser, il est hors de question que j'arrête de vous parler. Ça, c'est la bonne nouvelle, je voulais pas la donner trop tôt, mais c'est la bonne nouvelle. Il est hors de question. Donc, et ça n'a jamais été aussi important, d'ailleurs, depuis que j'ai cette réalisation-là et que j'ai pris mes décisions. Mais... cette fois-ci, je m'interdis, en tout cas je vais essayer de m'interdire d'oublier l'objectif numéro 1, l'étoile du Nord, qui est de penser. Et penser, encore une fois, ça n'est pas donner des opinions, ça n'est pas imposer ses idées, ça n'est pas commenter celles des autres et juger. Penser, c'est penser. Et c'est vraiment très très peu descriptible autrement. Et ça, c'est ce qui me fascine et m'intéresse, et c'est là-dedans que je vais essayer de vous emmener. La chose qui est sûre, c'est que vous ne me verrez plus marcher en forêt, me faire des avant-bras en titane à tenir du matériel. Il y a un moment donné, il faut aussi être en mesure de rentrer dans la tradition. Et c'est ce que je vais faire. Et si je dois enregistrer quelque chose d'audio seulement, ou dans des conditions d'enregistrement audio, tout ce qu'il y a de plus classique, devant un micro, dans un endroit fermé, tout simple, eh bien, ce sera fait comme ça. Et c'est OK. Voilà, j'aurais fait cette petite prouesse technique absolument inintéressante, mais en même temps divertissante et singulière, de vous emmener dans... je sais même pas combien de forêts j'ai faites différentes. Il y a eu la plage de Dubaï aussi, il y a eu le domaine d'Ablon, il y a eu plein de trucs. D'ailleurs, j'ai appris un truc récemment qui m'a... Enfin, j'avais jamais écouté avant, il y a peu de temps, le podcast d'Ismail Ouslimani, donc le Raptor, qui a un des plus anciens podcasts de ce type, donc un solo podcast sur les plateformes Spotify, machin, etc., qui est un des plus connus, qui s'appelle 10 000 pas. Et en fait, j'avais jamais écouté, non pas que j'apprécie pas le Raptor et sa manière de...
Enfin, le Raptor, c'était son ancien personnage, mais Ismail et sa manière de s'exprimer, bien au contraire, je trouve que c'est un punchliner hors norme. Et moi, je m'attarde rarement à juger les bords, les idées, les machins, les opinions avant de me faire un avis. Je vais plutôt juger le talent du personnage. Et après, je verrai si ses avis me dérangent ou ne me dérangent pas. Alors lui, c'est absolument pas quelqu'un qui me dérange. Je trouve qu'il est d'un talent oratoire de notre époque, hein, évidemment. Ça n'a rien à voir avec du Chateaubriand. Non, ça n'a rien à voir avec du Chateaubriand. Mais en même temps, c'est pas ce qu'il veut. Mais c'est quelqu'un de très intelligent et qui met des vrais saltos arrière au bon moment. Moi, j'adore ça. Et en fait, quand j'ai découvert son podcast, je sais pas pourquoi, j'étais persuadé que lui aussi, il marchait en même temps. Vu qu'il appelait son podcast 10 000 pas, mais qu'en fait, c'est une incitation à pousser les gens à aller faire 10 000 pas en écoutant son podcast. Et dans ma tête, je me disais, bon, lui, c'est sûr qu'il se fait pas chier à filmer. Ça, je savais déjà qu'il faisait pas du film, enfin de la vidéo. Mais je sais, il prend son micro, il prend son petit micro, là, comme moi j'ai, ou j'en sais rien, et il va faire 10 000 pas et il fait son podcast. Et pour moi, c'était ça le concept. Et j'avais jamais remis ce truc en question dans ma tête, en n'ayant jamais écouté le moindre épisode. Et donc, il y a peu, je sais plus pourquoi, décidé quand même un jour aller écouter ce qu'il fait dans 10 000 pas. J'avais connu ce qu'il avait fait sur YouTube à l'époque, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le Saligo n'enregistre absolument pas en marchant. Ça n'est absolument pas un pédestre. C'était pas du tout un podcast pédestre. Et bon, bref, c'est pas du tout quelque chose qui m'a déçu ou quoi, mais je me suis dit, mec, ça fait des mois, tu penses que ce gars enregistre en marchant? Pas du tout. Le gars, il a son micro, il est très content, il a son petit verre d'eau, il l'envoie pendant 1h30, et en fait, c'est pour inciter les auditeurs à aller marcher, c'est tout. Mais donc moi, évidemment, un jour ou l'autre, je vais alors, l'exercice du podcast où je suis invité, où je m'exprime sur des sujets en compagnie d'interlocuteurs qui me font l'honneur de me recevoir, etc., assis dans des studios et tout, j'ai l'habitude. Mais le solo podcast à la Théo Lyon, d'ailleurs Théo Lyon qu'on réembrasse une dernière fois sur ce format, hein, en rappelant que montrer à des gens que quelque chose est faisable alors qu'ils le savent déjà et que ça fait des mois qu'ils procrastinent en faisant les faux timides à pas le faire, c'est aussi une bonne manière de pousser des gens à l'action. Et moi, ça a été mon cas. Le côté solo podcast, alors j'étais pas obligé de me mettre dans la merde techniquement comme je l'ai fait en filmant et compagnie machin en forêt, mais c'était cette espèce d'abattement de la barrière de ouais, mais est-ce qu'en solo, les gens, ils en ont pas rien à foutre. À la rigueur, bon, vous faites un solo podcast, mais vous êtes extrêmement niché dans le thème, vous êtes extrêmement défini dans le périmètre de sujets, etc. Bon, ça peut passer. Mais moi, il y avait déjà ce truc il n'y a rien de précis, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de thème. C'est du laisser-aller, de la digression continue. Donc il y avait ce côté de est-ce qu'on a vraiment quelque chose à foutre, et le fait de le voir prendre en main son podcast, donc maintenant il tourne vachement bien, il l'a rebaptisé, ça s'appelle plus Road to 10 Million, mais Road to Scale, et c'est devenu un peu le GOAT français de ce format-là. Attends que j'arrive. Non, je rigole. Quoique, mais bon. On verra si ce sont que de vaines paroles. Mais ouais, c'est le voir prendre en main ça. Et je sentais le kiff, en fait. Je sentais la même secousse chaotique de désorganisation du début qui est compliquée à tenir, même malgré le fait qu'il ait extrêmement peu de contraintes et de frictions techniques. Il avait plutôt, je pense, une contrainte de temps. Quand on est le patron d'un groupe d'agence, je pense qu'on est un peu moins souple que moi, je ne le suis, pour aller faire le con dans la forêt. Enfin, en tout cas, pour enregistrer un podcast. Mais je sentais qu'il aimait l'exercice et qu'en fait, c'est devenu un rendez-vous qu'il appréciait. Et parfois, il a dû, comme le sport ou autre, il a dû faire plus preuve de discipline que d'envie et d'entrain pour enregistrer. Mais sur le gros, sur le général de tout ce qu'il a enregistré, je pense qu'il a pris plus de kiff qu'il n'a dû s'infliger de discipline pour se motiver à enregistrer. Ça, c'était un truc cool à voir. Et donc, dès qu'il a sorti le premier truc, j'ai dit non, allez, let's go. Il n'y a pas photo. Et puis, j'ai fait cette espèce d'alignement bizarre, mathématique, géographique, de dire je vais le faire pendant que je marche le week-end en forêt. Point. Et je ne sais pas s'il faut, si je n'avais pas fait ça, vous me le direz, mais bon, ce ne sera que des si. Peut-être qu'en fait, ça m'aurait cassé les couilles de simplement commencer en enregistrant de manière simple, classique. Et peut-être que ça n'aurait surtout jamais pris avec les quelques personnes qui me suivent un petit peu, quoi. Donc ça, il n'y a que vous qui avez la réponse, mais même vous, je ne sais pas si votre réponse elle est vraiment objective. Allez les amis, il est temps de... Donc comme moi, avant de vous laisser, je vous dis, j'ai laissé un indice. L'objectif, il y a un paquet de VTT aujourd'hui. L'objectif, c'est de penser. C'est pas nécessairement de créer un format ultra divertissant
avec des hélicoptères, des travelling avant-arrière, des stabilisateurs et des chevreuils qui viennent me faire un bisou. L'objectif, c'est de penser. Donc, si l'objectif, c'est de penser, il faut se mettre autour de ça et on verra ce qui se passe. Donc, j'ai fait mon dernier demi-tour parce que là, je me fais assaillir par des armées de VTT parce que je veux vous présenter. Ouah, je viens de m'arracher. Ce que je veux, c'est pouvoir vous présenter du coup mes derniers remerciements, mais mes salutations distinguées, comme on dit, de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à m'envoyer un dernier feedback, une dernière petite pique en plein crâne. Et peut-être à très bientôt. Peut-être que ce sera sur la même chaîne YouTube. Alors s'il y a un nouveau truc et que c'est du podcast, ce ne sera pas sur le même podcast, sur les formats d'écoute seuls. Par contre, s'il y a aussi, pas sûr, de la vidéo, je ne sais pas si je vais m'emmerder à créer 14 chaînes différentes. Mais tout ça pour vous dire, merci et prenez surtout soin de vous. T'es encore là ? Je sais pas ce qui t'a poussé à rester jusqu'au bout, mais justement, ça m'intéresse. Avant toute chose, si la balade t'a plu, abonne-toi. Vraiment. Si tu le fais, ça va me rendre heureux. Quand je suis heureux, j'ai plus d'inspiration. Et ça se ressentira dans les prochaines marches. Si t'es sur YouTube et que t'as un grand cœur, et je sens que c'est le cas, tu peux m'envoyer de la force et du feedback en commentaire. Et pour me suivre ailleurs, trouve-moi sur LinkedIn. Je m'appelle Basile Vierne. Basile avec un E comme empereur à la fin. Et Vierne, ça s'écrit V comme Viagra, I comme imbroglio, E comme essuie-glace défectueux, R comme rien ne sert de courir, il faut partir à point, N comme narcotrafiquant, et enfin E comme encore merci et à très vite pour un prochain épisode. Bise. Mais alors à qui parle-t-il à la fin ? À lui-même, paraît-il. Eh bien, on marche vraiment sur la tête, cher ami. Et si vous me dites en parlant, je vous en colle une.